où tu vois la foule, c'est qu'on parle de moi. Je descends des quartiers soi-disant mal fréquentés où la police y passe les 3/4 de la journée. Mais j'en ai marre de cette vie-là, j'en ai marre de, je sais plus après, de tout ça. Et pour sortir de cette passe, je ferai n'importe quoi. En fait, retravailler, ça, on réentend le texte d'une autre manière. Ouais, moi j'ai fait découvrir ça à mes enfants il y a quelques temps, et donc du coup Vega tous les matins elle veut qu'on la chante en allant à l'école, et donc on chante Benny B en allant à l'école. Pas mal. Ouais. Je peux boire mon café pendant. Ouais, tu peux boire. Sorry à tous les misophones qui écoutent ce podcast. Quel enfoiré. Pour moi c'est bon les amis. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Chips. On reçoit aujourd'hui Lisette Lombé. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir, on sait jamais trop ce qu'on dit. Bon matin. Bon matin. On va commencer par la première question qui est comment vas-tu Lisette? Aujourd'hui, je vais bien. Oui, voilà, c'est une question compliquée pour commencer. Mais depuis le confinement, voilà, c'est les ascenseurs émotionnels. Donc, mais aujourd'hui, je vais bien, il y a du soleil, donc voilà, je crois que ça joue beaucoup. Yes. Ça a été la semaine, le week-end. Hier, t'as confondu des rendez-vous. T'as eu une semaine un peu chargée, parce que t'as des rendez-vous avant, t'as des rendez-vous après. J'ai des semaines chargées là pour le moment. J'ai des semaines chargées, étrangement, voilà. Mais j'ai des semaines chargées. Tu sens que c'est ça c'est comme chaque année. C'est des moments très compressés. Ça prépare, ça prépare ce qui va arriver après. Ça prépare mai, juin, voilà. Et puis on est presque déjà en train de préparer l'automne. Donc voilà, il y a des choses à faire maintenant. Il faut les faire. Mais j'ai loupé notre rendez-vous. Enfin, j'ai confondu, j'ai eu cette faille spatio-temporelle dans notre rendez-vous d'hier, qui est pour moi un signe de fatigue, en fait. Je pense c'est pas que les corps bougent beaucoup parce que tout est fermé dans le culturel, mais le fait que les agendas soient postposés en permanence, tu dois rayer des trucs, il y a des choses qui sont décalées, il y a des choses qui sont annulées, le virtuel il y a moi j'ai une explosion de mails, une explosion de demandes en tout genre. Je sens que je sature et que je suis fatiguée sur le fil avec la question du sens. En tout cas mes amis m'ont conseillé de la mettre un peu entre parenthèses pour le moment, mais pour moi c'est très compliqué. Donc du coup tu vois, aller enregistrer des choses où il n'y a pas de gens dans la salle, c'est compliqué. De faire de la route où il n'y a pas de public, c'est compliqué. Savoir qu'après les gens aussi sont fatigués de réécouter des choses le soir et qu'il n'y a peut-être pas non plus d'audience sur je suis en train de me dire waouh, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Je me sens comme un petit hamster dans sa cage qui dans sa roulette. Donc du coup ça me fait du bien d'être avec des vraies personnes, ce qui est devenu très rare ces temps-ci. Et tu voulais dire quoi quand tu dis que tes amis te disent de mettre de côté le sens Mais en fait, c'est deux amis qui sont pas dans le milieu artistique, qui me connaissent très bien, qui savent que je suis extrêmement poreux justement aux endroits où le sens est siphonné pour avoir fait un burn-out, et donc je sens que là mes signaux se remettent au rouge. Donc ce qu'elles me disent, et on a un groupe aussi de soutien d'artistes là dans lequel ça a échangé autour de ça ce matin. Elles me redisent mais mets ça entre parenthèses et il faut faire des petites choses. Il faut pour le moment il y a une prof, il faut donner cours. Parfois tu vois pas, les gens sont sans caméra etc. Mais tu dois le faire. Ça attaque ton métier dans le sens du métier, dans la relation à l'autre, mais tu le fais. Mon autre amie aussi, elle est éducatrice spécialisée. Il y a des choses qui se passent dans les institutions que tu ferais peut-être pas en temps normal. T'es peut-être moins justement t'es dans une gestion, gestion de crise sanitaire, mais le fait. C'est ça. Donc c'est plutôt dans cette idée-là de se concentrer sur le métier, sur le geste, sur sur le moment. De quitter un peu l'effet, la sensation générale de stagnation pour aller plus vers l'action autant que possible. Oui, mais pas non plus une action frénétique, pas tu vois là tu sens qu'il y a quelque chose, il y a comme l'horizon qui s'est
s'est abattu là. Tu n'as pas de perspective. Il y a un truc qui enlise. C'est pas encore comme dans le premier confinement où t'as un truc sec qui s'arrête, mais tu as l'impression qu'après ça va en été. On est quand même ressorti, on a quand même refait des choses. Ici, il y a quelque chose d'enlisant. Il y a un truc. Tu te dis, on a quand même fait le tour du soleil. Là, on est waouh. Il y a quelque chose. T'as l'impression que ça va. Moi, mon père, au début du confinement, il m'a dit, tu sais, pendant la guerre 40-45, les gens ne savaient pas que ça allait durer aussi longtemps. Et j'ai cette phrase qui revient en disant, on est peut-être parti pour un truc comme ça, tu vois, avec des jauges divisées, mais que ça va rester longtemps, un engorgement dans les dates de théâtre, avec les gros noms qui vont prendre la place et les petites structures qui vont vraiment, voilà, nous on est chez Barricade à Liège, petites structures qui vont pas pouvoir réaccueillir des gens, les gros bazars qui vont pas non plus pouvoir, donc je sens, voilà, ça m'angoisse, quoi. C'est ça, bah oui. Bah, je comprends, bah nous on est un peu dans la même disposition, cette perte de sens, et on sait pas où on va. Nous, enfin avec mon groupe Titanita, on a un album qui sort demain, et donc ça fait 1 an qu'on travaille dessus, et mais on s'attendait pas à ce qu'on puisse pas aller le défendre en live, quoi. Et donc, du coup là, il se passe des choses dans une autre réalité où vous jouez des concerts devant des avatars. Ah oui, on a fait ça ce week-end. Ah bah oui, tant qu'on est dans le week-end, comment ça a été ton week-end? Comment ça a été ton week-end? Mon week-end, j'ai joué devant des avatars virtuels. Donc ça, c'était délire, vraiment ça. fou. Allez. Donc on a joué au N9, le N9 en français. Donc c'est une salle en Flandre. Et les gens se connectent à une plateforme qui s'appelle Soundstorm. Bah, moi, j'ai pas fait cette truc-là. Peut-être que toi, tu pourras être plus précise là-dessus parce que tu l'as fait, Maureen. Bah, c'est en fait comme si tu rentrais dans un jeu vidéo ou dans Second Life, des trucs comme ça. En fait, tu te connectes sur la plateforme, tu crées ton avatar, et donc en fait, t'as un petit personnage devant une scène de concert virtuelle, et en fait, donc sur la scène, on voit l'image de du coup le groupe qui est filmé en train de jouer, quoi. C'était très étrange. Ouais. Et nous, à l'inverse, on a la vue comme si on était sur scène dans cette espèce de monde-là. Donc, et on voit tous les petits avatars devant, sur un parterre d'avatars qui envoient des feux d'artifice, qui applaudissent, qui envoient des cœurs. D'accord. Donc c'était à la fois ça vraiment bizarre. Ça fait pas c'est la science-fiction, on y est en fait. Donc oui, c'était effectivement bizarre. Après ça fait plaisir de pouvoir rejouer parce que nous on était vraiment sur une vraie scène, et donc on a eu les sensations, c'est juste qu'on jouait devant un écran, quoi. Donc c'était ça. Et enfin il y avait aussi JB qui est un collègue à nous de Loïc Music qui était connecté, et donc on se parlait en même temps, et où en soi comme si vous étiez dans un concert. Ouais, mais en soi, on était genre hyper contents de voir un concert de Titanita, et en même temps, on était là, mais c'est bizarre, on est assis dans notre salon. Enfin, je sais pas, c'était étrange comme... Sur le long terme, il faudra quand même faire gaffe à notre santé mentale. Ouais, je pense que je vais pas pouvoir faire ça tous les week-ends. Hein, mais surtout, ça va me fuck up. Ça, c'est ce que Mike dit, parce que donc Mike, l'autre chanteur, c'est que ça envoie peut-être un mauvais signal, dans le sens où si ça c'est possible, ben peut-être que certaines personnes voudront pas revenir en arrière et se dire oui, ok, c'est bon, on va continuer comme ça. Ouais, c'est quand même pas la même chose. Non, c'est d'accord, mais il y a peut-être des gens pour qui ça pourrait être la même chose. Et donc, enfin bon, bref. Mais en tout cas, voilà, ça a fait plaisir de jouer. C'était ça le week-end. Voilà, c'était ça le week-end. Et ben voilà. Mais justement, alors on y reviendra tout au long de l'épisode, mais donc tu nous raconteras, Lisette, où tu en es sur ce qui va arriver, même s'il n'y a pas beaucoup de perspectives. Mais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, si tu peux brièvement un peu retracer un peu l'évolution de comment tu en es arrivé, ton parcours. Ton parcours de tout ça, quoi. Brièvement, ou pas brièvement. Non, si. Je vais en fait, j'ai eu comme 3 vies. Okay. J'ai eu une vie de prof, d'enseignante, et les 3 vies, je pense qu'elles sont liées quand même par les mots. Il y a quelque chose quand même, et la transmission, la pédagogie quand même. J'ai eu une vie d'enseignante avec grand écart. C'est tous les réseaux, voilà, le Rwanda, la Belgique, le public, le privé, plein de matières différentes, plein d'intérim dont je garde une certaine flexibilité, enfin, tu sais, une souplesse comme ça de contorsionniste, mais voilà, qui m'a fatiguée aussi. Ça a posé la question du sens, quoi. Pourquoi faire des études, finalement des études universitaires, et être dans des endroits où la matière finalement la matière littéraire
a si peu de place et où il y a le cadre administratif compresse un peu les êtres, quoi. Donc je me suis pas retrouvée dans ce métier-là. Comme ça, en fait, de le donner comme ça. Je retiens les projets avec les élèves quand on sort hors les murs, quand on sort ça, oui. Et donc après, j'ai repris des études de médiation et en tout cas la médiation familiale, médiation m'a permis, en fait, juste ce petit papier-là m'a permis de continuer à donner du français, mais pour des adultes dans le milieu associatif. Et là aussi, c'est l'apprentissage d'une nouvelle méthodologie, d'un nouveau rapport à la langue, comment c'est lié à la citoyenneté, comment c'est lié à la confiance en soi, et comment ces adultes qui ont des parcours très chaotiques, cabossés, avec des matières qui ressemblent à des matières pour leurs enfants, parce qu'ils n'ont pas souvent pas leur CEB, mais qui ont par contre des fameux parcours et d'autres richesses, d'autres potentialités, comme simplement le fait d'être vraiment bilingue avec une autre langue, et eux ils sont en apprentissage du français. Donc voilà, ça c'est un truc aussi qui m'a à la fois métamorphosée et à la fois très fatiguée aussi. Voilà. Mais parce que ça, du coup, c'est dans le cadre des décrets éducation permanente. Ouais, tout à fait. Ok. Mais alors peut-être si t'es la personne de terrain, peut-être un peu moins, mais il y a quand même aussi un truc extrêmement rigide avec. En tout cas, des grosses contradictions. Oui. Voilà, c'est des gros idéaux, l'éducation permanente, la déconstruction des stéréotypes, le questionnement du système. À la fois, t'es dans le système et à la fois, t'as peu de moyens financiers aussi. Donc, les travailleurs de terrain, de première ligne, dans toutes les institutions d'éducation permanente, ça reste quand même aussi une petite usine à burn-out. Et voilà, t'as des injonctions contradictoires, t'as des grandes utopies, mais qui viennent se frotter avec la réalité de terrain, qui est parfois que les gens on appelle ça les publics contraints, ou c'est que c'est lié parfois, et ça l'a été de plus en plus, notamment dans l'apprentissage du français, conditionné, enfin les aides, les allocations sont conditionnées à ta présence là. Donc en fait, voilà, ça va mettre aussi le travailleur, la travailleuse dans un drôle de cadre, en fait. Les gens, ça pose la question aussi de la liberté, du libre arbitre. Donc voilà. Et puis ça, c'était jusqu'en 2015. Et en 2015, j'ai fait un burn-out et qui est comme préparé d'avant. Je crois que ça y a un truc qui se vide sur. Et là, c'est un peu, tu dirais que l'artistique est rentré dans. Il était déjà un peu. Tu sais, c'est comme des saillies, des trucs qui montent. Moi, j'ai eu une enfance d'écriture, de lecture, puis il y a un truc qui est mis au frigo. Pourquoi, tu sais pas. Et puis, à chaque grossesse, t'as l'impression, tu vois, moi, j'ai fait beaucoup de collages quand j'étais enceinte de ma fille. J'ai écrit chaque fois presque un bouquin quand j'étais enceinte, mais avec un problème de légitimité, donc le truc rentre dans le tiroir. Voilà, les collages des premières expos, plutôt chez Barricade, plutôt dans le milieu féministe ou dans des bars, puis ça revient de nouveau dans le tiroir parce que il y a pas de légitimité, il y a pas d'école, il y a pas, voilà, il y a quelque chose il y a un ressac comme ça. Et là, je crois que c'est le burn-out qui a abaissé cette barrière. Il y avait plus de questionnement, t'es cramé de l'intérieur. Donc à la fois, c'était, je pense que ça m'a mis à un endroit presque de survie, en fait, que l'écriture à ce moment-là elle est rentrée à un endroit où il y avait plus cette question de la question de la légitimité, c'était vraiment secondaire. Donc du coup c'est comme si j'avais plus eu de peur. Okay. C'est tout cramé de l'intérieur, mais en même temps j'ai plus de peur. Donc du coup cette première scène, ce premier concours, ces premières fois, ce premier cabaret, ce premier tout, ça a été je dois remercier, je pense, cet état justement de non-affect, je sais pas quoi, parce qu'en fait en même temps la créativité, c'est comme si elle avait bondi, que c'était comme un champ, enfin tout comme une terre rase, quoi, qu'il y avait plein d'espace, donc la créativité elle est rentrée, mais avec une sans limite. Et sans peur. Donc voilà. Okay. Et puis après c'est histoire je pense de rencontres, mais dès la première scène, moi j'ai rencontré Rosa Gasquet qui est metteuse en scène, puis il y a eu le concours slam juste derrière, etc. Ouais. Donc il y a un truc qui s'est enchaîné hyper vite, mais voilà. T'as parlé plusieurs fois de Barricade, je sais pas si tout le monde sait exactement ce que c'est. C'est l'endroit à Liège qui est
J'allais dire c'est une troupe, mais peut-être non, c'est là-bas au-dessus. C'est un lieu. Okay. C'est en Pierreuse. Qui a une librairie. Il y a une librairie, oui, entre-temps, qui travaille sur toutes des questions de transition, et il y a une librairie féministe aussi. Et toi, t'es lié à cette... Oui, via mon association Elslam. C'est ça, On est, c'est notre maison mère en fait. Donc on est là, on donne nos ateliers là-bas, et on fait aussi des soirées slam. Enfin, on faisait des soirées slam là-bas aussi. Ouais, c'est notre lieu, notre point de chute, quoi. C'est ça. Et donc après, tu parlais de rencontres, même si ça fait longtemps qu'on voulait t'inviter, on a ça a ressurgi quand j'ai écouté l'épisode de Fanny Ruet avec Cécile Coulon. Ouais. Qui est ton éditrice. Oui, qui est mon éditrice, ouais. Et donc je sais pas si t'as écouté cet épisode de non. Fanny. Ah ouais, voilà. Donc Fanny Ruet a reçu Cécile Coulon il y a un mois. On cite dans chaque épisode. C'est vrai que Fanny Ruet, on la cite dans chaque épisode. Dans le précédent, c'est vrai. Bah bon, en même temps, moi je trouve que c'est un des meilleurs podcasts francophones de discussion à la fois intéressante et à la fois léger. Et voilà, je trouve ça vraiment super. Donc, je conseille à tout le monde d'aller écouter Fanny Ruet. Et on notamment, continuera à vous, voilà, à chaque épisode, Fanny on Ruet. vous conseillera un autre épisode de Fanny. Mais là, en l'occurrence, donc, c'était avec Cécile Coulon, qui est donc ton éditrice, donc, qui est l'éditrice de la maison d'édition Iconopop. Et donc, ça s'est passé comment, en fait, la rencontre, parce que jusque là, t'avais des maisons d'édition belges. Ouais. Et donc, voilà. Et comment ça s'est passé, justement, l'ouverture, même si j'imagine que... J'ai peut-être même une question préalable à ça, parce que donc, tu parlais de ce qui reliait aussi, disons, toutes tes vies, c'est la parole, et là, tu parlais de slam et du moment un peu où, justement, la créativité a pu prendre le devant dans ta vie. Comment on passe justement de la parole à quelque chose qui est cristallisé dans du papier, quoi. Ah oui, alors écoute, comment dire ça En fait, je pense qu'en Belgique francophone, il y a un truc très très particulier que nous envient les Français, c'est qu'on a une maison d'édition, enfin deux, Malmström et l'Arbre à Parole, qui sont des maisons d'édition qui sont très connectées, mais même les Midi de la Poésie, c'est très particulier, c'est vraiment spécifique à la Belgique, mais on retrouve ça au Québec aussi, mais je veux dire par rapport à la France, ce sont des maisons d'édition qui font la part belle aux oralités. Et donc en fait, dans le concours des prix Parole urbaine, il y a dans le jury des éditeurs aussi. Et donc, une des possibilités quand tu participes à ce prix, quand tu le gagnes, que tu es finaliste, tu as des contacts qui sont possibles avec les éditeurs. Donc, assez vite, on a eu, voilà. Et dans le jury, il y avait aussi Tom Nice qui est collagiste et qui est aussi poète et qui m'a demandé si j'avais des textes. Donc, ça a été assez vite parce que il y a ce jury, voilà, qui offre aussi donc à la fois des programmateurs de scène et à la fois des éditeurs. Le bon mélange de personnes, quoi. Okay. Tout à fait. Donc voilà, donc ça je pense que ça a facilité le fait que ce soit des personnes aussi qui fassent confiance aux écritures, parce que l'Arbre à Parole, il y a du collage, il y a du texte, ben voilà, l'éditeur a fait confiance, l'éditeur fait confiance à des formes voilà, métissées ou je sais pas et la magie du burn-out, l'éditeur aussi a fait confiance à ça parce que ce sont des lettres, il y a aussi du collage dedans, il y a des exercices d'écriture, il y a des poèmes, c'est une correspondance. Donc moi je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur des personnes qui faisaient confiance voilà au projet, vraiment les yeux fermés et voilà, donc là je m'estime chanceuse. Et sur Iconoclast, Iconopop, en fait là aussi, c'est je pense un magnifique coup de bol, mais c'est génial. C'est que ils sont en fait, c'est un binôme. C'est Cécile Coulon et Alexandre Bord qui étaient avant libraires à la Grande Librairie de Paris. Et donc en fait, c'est lui qui m'a téléphoné juste avant le confinement l'année passée. Et je vois apparaître un numéro français. Et à ce moment-là dans ma vie, moi je suis quand c'est un numéro comme ça, je me dis on va me vendre quelque chose, je sais pas quoi moi, des casseroles, des tapis, etc. Donc je revois la pompe à essence en me disant merde, je décroche pas. Et puis en fait, je décroche et puis il me dit voilà, enfin il m'explique. Et en fait, je pense que moi j'ai
la chance, comme je suis pas impressionnée parce que je connais pas les gens en fait. Donc je me rends pas compte au moment où ce que ça va avoir comme implication. Et en fait, je m'aperçois que à l'automne précédent, il a un podcast Mort à la poésie, c'est un super podcast parce que c'est mondial, donc c'est vraiment de la poésie, ça brasse, en termes de découverte, c'est super. Mais donc il avait partagé un texte où j'expliquais comment j'étais entrée en poésie via un bouquin de Kama Sutra. Et moi je l'avais vu et j'avais juste liké, j'avais dit merci pour le partage, mais je savais pas qui c'était. Et donc en fait quand il m'a ressonné, il m'a dit ce texte en fait c'est quelqu'un qui il fait les marchés de la poésie, etc. Donc il est intéressé par la poésie belge. Il m'avait dit ce texte était sorti, donc il y avait déjà eu quelque chose qui se passait, puis il s'était procuré les autres, puis il s'était dit là il y a quand même peut-être quelque chose. Et là avant le confinement, ils me disent on va lancer une nouvelle collection à l'intérieur d'Iconoclast, donc dédiée à la poésie contemporaine. Est-ce que si on te propose parce que c'était tout de suite, ça va sortir en octobre, et là on était au mois de mars, et est-ce que tu as des textes, et si oui, il faut les envoyer, tu as 3 semaines pour les envoyer en fait. Ah oui. Donc et moi je venais de sortir Venus Poetica, donc j'avais l'impression d'avoir accouché juste le mois d'avant, ou même 15 jours avant. Donc, tu pensais avoir un peu la paix pendant quelques mois. Mais je me remercie de m'être dit ok, quand même si j'ai pas les textes, je m'en fous, je le fais. Ouais. Et alors ce qu'ils ont fait, ça peut être critiquable, mais pour moi, c'est un beau cadeau. C'est que ils ont contacté mes éditeurs belges en leur demandant s'ils pouvaient prendre des textes qui étaient déjà édités en Belgique. Et donc, en fait, c'est comme si le recueil était divisé entre la moitié des inédits et la moitié des textes déjà édités. Donc, on peut avoir l'impression que ça fait waouh, ils reprennent de la matière, ça fait un peu phagocytant comme ça. Et en même temps, la réalité c'est que nos textes avec nos maisons d'édition en Belgique, ils sont pas disponibles en France. Donc sauf à Wallonie, Bruxelles, à Paris, donc c'est très difficile de se les procurer. Et donc ce qui a été négocié, c'est que c'était un fameux cadeau. C'est que moi, je slamais en France, mais mes textes n'y arrivaient pas, ils étaient bloqués, ils passaient pas la frontière. Donc, du coup, pour moi, je vois ça comme un super cadeau. Mais donc, c'est un truc hybride. C'est ça, avec d'anciens textes et de nouveaux textes. Et nouveaux textes. Parce que je l'ai en main là, mais j'ai pas été voir à la fin que les textes étaient justement, avaient déjà été préédités ailleurs. Ouais. Et donc jusque-là, moi, j'avais pas encore rencontré Cécile Coulon parce qu'en plus il y a eu le confinement juste après. Donc et quand je suis allée à Paris en juin, on sait pas, c'est seulement à ce moment-là, donc que vous êtes rencontrés. Mais j'ai plus un lien. J'ai plus travaillé en binôme avec Alexandre Bord, mais on est liés aussi avec Cécile avec une belle confiance. On a beaucoup discuté parce que ils ont pris un risque. Ils sont en France, donc c'est encore un autre rapport à la poésie classique, très Ils ont mis une couverture flashy là. Ils assument le fait que ils assument cette couleur, ils assument le lien avec la scène, etc. Donc voilà. C'est ça. Et c'est la première, parce qu'il y en a 3 qui sont sortis d'un coup, c'est ça? Donc ça sort par 3, 2 fois par an. Donc il y a 6 titres par an. Ouais. Et là, c'était les premiers. C'était les premiers. Les 3 premiers. Donc c'est fraîchement, t'as inauguré. C'est la naissance. C'est ça. Ça c'est génial. C'était la naissance de. Donc ce qui est chouette, c'est qu'ils sont en train de construire quelque chose qui va rester comme je sais pas comment. Enfin, ils accompagnent. Tu vois, ton texte peut sortir et puis après, il sort un mois. Mais en fait, là, ils l'accompagnent super longtemps. Ceux qui arrivent là le 8 avril, il y a quand même Akhenaton aussi dedans dans ce truc-là. Donc, dans le premier, il y avait le chanteur de Dionysos, là, Mathias Malzieu. Donc c'est chouette. Ouais. Super. Donc ça, c'est brûler. On va revenir au début avec le burn-out, si c'est ok pour toi. Ouais. Et parce que j'ai l'impression que c'est un peu le sujet du moment. Hein. Tout le monde est un peu là-dedans. Tous abonnés au burn-out. Là, on est tous un peu dedans. Moi, j'ai l'impression. Moi, je crois que j'en ai fini plus ou moins. Ah ouais. Je crois. T'es sûr de ça, Maureen? 2019, ça va. Tu vois. Allez, ouais, d'accord. Tu vois, par exemple, moi, ma sœur, elle a beaucoup démissionné. Enfin, elle a beaucoup, non. Quand le boulot ne lui a pas plu, elle se levait le matin, elle a démissionné en fait, avant que ça puisse l'attaquer et que ça puisse la mettre dans un état où il y a toutes tes réserves qui sont. Moi, je trouve que ça questionne parce que moi aussi, c'est comme si j'avais pas entendu
Donc tu vois, je me suis mis dans un bazar, et j'ai reproduit dans l'artistique ce que j'avais fait en éducation permanente et ce que j'avais fait dans l'enseignement. C'est-à-dire la montée créative, était partie dans un truc, etc. Puis il y a quelque chose qui vient se confronter au réel, t'as un désenchantement parce que tu découvres le milieu, les règles, les normes, etc. Et à partir de là, c'est comme si t'avais l'engrenage qui est un peu, il y a du sable dans l'engrenage, quoi. Tu vois, c'est comme si tu rentres dans l'enseignement, t'as l'impression que t'es dans le cercle des poètes disparus, et puis tout d'un coup, non, Madame Lombé, j'en ai rien à foutre de votre travail. Donc je veux dire, tu sauves personne. Puis l'éducation permanente aussi, tu crois que tu vas changer le système, machin. En fait non, nous on est là, on se fait chier, on est obligé de venir. Et puis l'artistique, t'as l'impression aussi que c'est et après ça reste quand même un métier, t'as des commandes, des choses, il y a aussi des violences qui sont liées au fait par exemple d'avoir des mauvais cachets ou des trucs comme ça. Donc moi j'ai l'impression que moi, en tout cas, chez moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui monte, et puis il y a un truc assez déceptif, et puis il y a comme, pour moi, je sens que comme si je pouvais pas sortir. Moi, je sens ça, un truc où tu reviens pas en arrière, c'est comme si tu savais pas revenir en arrière, puis tu t'épuises en fait. C'est ça. Je sais pas, moi j'essaye de mettre des mots sur parce que je l'ai senti aussi dans l'artistique en me disant waouh, il y a une espèce de montée comme ça et puis quelque chose qui refatigue. Mais maintenant, moi je suis plus dans des petits cycles, c'est-à-dire plutôt une compréhension que en fait quand je sens que ça descend, ça veut dire qu'en fait il faut se reposer, il faut lâcher, il faut se ressourcer. Je sens moi maintenant qu'il y a vraiment c'est mon corps quoi, que c'est un truc. Je sens une alerte. Là, je viens d'en sentir juste avant, et je sais que ça veut dire. Juste avant d'arriver ici, là, maintenant. Ouais, oh là. Ouais, la scène d'avant. J'aurais dû te donner un thé plutôt qu'un café. Ouais. Donc tu vois, tu sens que. Qu'il faut lâcher. Mais peut-être là, c'est parce que justement, comme t'as fait un burn-out, peut-être tes capteurs sont plus affûtés et donc ils se mettent plus vite à te dire là on va slow down parce que sinon c'est de nouveau le cramage total quoi. Ouais, moi je sens ça. Signaux rouges, tu vois. C'est ça. Qui sont en train de s'allumer. Mais moi les signaux rouges, je suis bélier, je fonce. Toi tu défonces les murs. Moi et je sens pas les signaux. Et donc et c'est pour ça que tous les 3 ans je me crame. Et parce que pareil, ce que tu disais un peu au début, que t'as eu 3 vies, moi c'est un peu pareil. Il y a eu du graphisme à un moment, il y a eu la musique, il y a le label, tout ça, et fait que à un moment je fais, et puis je me crame, et puis donc là c'est après la 4e fois. Mais après c'est vraiment un ressenti physique. Je me souviens, c'était le burn-out de 2017, non de 2000, donc c'est tous les 3 ans, donc c'était un peu avant. J'avais carrément plus de force. J'ai été alité pendant 10 jours pendant mes vacances parce que j'avais plus aucune force pour bouger quoi. Donc et puis là j'essaye de m'écouter un peu plus après 20 ans. Et il faut écouter son corps aussi. Je faisais pas ça avant mais maintenant oui, j'écoute plein de gens, plein de trucs, et donc j'essaye de faire ça. Après rien que de vous écouter vous tous les deux et de ma propre expérience, même si forcément plein de choses se recoupent, il y a aussi une façon très très personnelle de le vivre quoi. Moi c'est plutôt genre c'est le brouhaha dans ma tête, c'est un bordel incroyable quoi. Et c'est ça qui fatigue. Et c'est ça qui me fatigue. Ouais, c'est genre 3 musiques qui jouent en même temps, des films qui se repassent en accéléré, fast forward et tout. Attends, il s'est passé quoi? Mes tableaux Excel qui défilent, tout en même temps. Et vraiment, ça sature. À un moment, c'est plus possible. Et puis il y a plus que bienvenue sur Radio Bonne Humeur. Il y a plus que la voix qui fait putain, on a envie de crever là en fait. Donc bon, c'est pas ouf. Mais tu sais, Martin Luther King aussi. Je viens de lire un bouquin. Là, il était aussi plusieurs fois alité de fatigue. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je fais un travail maintenant pour me dire, on a peut-être des personnalités, tu vois, mais j'ai pas envie de dompter, j'aurais peur de dompter cette montée-là, parce qu'en fait, dans cette montée-là, t'as beaucoup plus de travail. Après, on pourrait se permettre de prendre vraiment, si tu bosses comme ça dans la poussée, tu peux permettre de prendre un mois de congé, là, parce que t'as abattu du travail, tes nuits sont courtes, t'as des idées plein la tête, ça foisonne. On pourrait être aussi bienveillant avec nous-mêmes après et se dire en fait il faut faire un break. T'as bossé 2 fois plus. Il y a ça, et je pense que peut-être on n'arrive pas bien à entre guillemets en avoir rien à foutre.
lâcher prise, à lâcher le truc. Ouais, enfin, je sais pas du tout comment l'exprimer, mais tu vois, un truc de se dire, si c'est pas fait comme ça, bien fait à fond, à 100%, c'est pas grave. Ah oui, admettre le fait que ce sera jamais parfait. Oui, que de toute façon, ce sera jamais parfait, mais donc ouais, c'est ça. Moi, c'est vraiment la partie me dire, ouais, c'est pas grave, on s'en fout, impossible quoi. Ah ouais, moi je suis plus comme ça. Donc le wabi-sabi quoi. C'est les artistes. Donc le wabi-sabi, la beauté des choses imparfaites, impermanentes et incomplètes. C'est la beauté des choses modestes et humbles, c'est la beauté des choses atypiques. Donc, mais en gros, c'est ça, c'est admettre que les choses ne sont jamais parfaites et que c'est quand même bien. À l'usage des artistes, designers, poètes et philosophes. Je mettrai le lien parce que c'est très intéressant. Allez. Surtout quand on est artiste, designer, poète ou philosophe. Et donc, voilà. Donc c'était le point burn-out. C'était le point burn-out. Et donc, ma question, c'était, j'en ai eu plusieurs, mais c'était surtout, est-ce que, donc, quand tu as conçu et écrit le bouquin, c'était post-burnout ou c'était pendant et que c'était justement une manière de t'en sortir, d'écrire là-dessus? La magie du burnout, le livre La magie du burnout, c'était dedans. Alors c'est une écriture infralittéraire, c'est pas un objet littéraire, pour moi c'est un objet de survie, c'est comme si ce sont des lettres, je m'adresse à quelqu'un qui aujourd'hui serait diagnostiqué en burn-out alors que moi je l'étais diagnostiqué 6 mois avant, donc c'est comme si je voulais dire à cette personne ça va aller, on est nombreux, c'est pas de ta faute, donc je pense à ce moment-là c'était pas un objet littéraire, c'était plus un truc de catharsis. Et aussi parce que dans la boîte où je bossais, on était plusieurs à être tombés. Et c'est comme si j'avais pas une petite mission, mais un truc, c'était aussi pour mes collègues, en leur disant, en fait, quand tu sors de là, t'as l'impression que c'est toi, quoi, que t'es pas résistant au stress, que t'es trop perfectionniste, et en fait, quand sur un même poste, plusieurs personnes crament, ou dans un service, ou dans une institution, tu t'aperçois que vous êtes 10 en fait. Alors peut-être qu'on a les mêmes profils, mais enfin ça veut dire qu'il y a aussi des problèmes structurels en fait. On a les mêmes profils et en même temps on est casté parce qu'on a ces profils-là pour remplir cette job-là. Coucou à mon ancien patron qui a mis au poste que j'occupais plusieurs personnes qui ont fait un burn-out. Voilà, pas bonne journée à vous. Mais donc c'est fou quand même que dans le milieu artistique, il y a quand même Après il y a un autre burn-out dans le milieu artistique, qui est un burn-out de personnes qui ont fait des écoles d'art par exemple, ou qui se sont projetées jeunes dans le métier et puis qui se fracassent quand un grand désenchantement parce qu'en fait tu vis pas de ton art, tu vas faire des jobs alimentaires, etc. Il y a la question de la reconnaissance et puis après tout d'un coup tu te crames aussi, t'arrives très cramé, après 10, 15, 20 ans comme ça de galère. Oui, c'est ça, où tu cumules tout pour finalement ne mettre à 100% dans rien, quoi. Il y a toujours sur cette thématique aussi, moi j'ai un mot qui est ressorti autour du burn-out il y a pas si longtemps, enfin c'est sans doute pas neuf, mais je veux dire il m'est apparu il y a pas si longtemps que ça non plus, c'est le burn-out militant. Ouais. Ça aussi c'est un mauvais délire. Ouais, moi je sens que je suis à cette intersection. C'est un peu pour ça que je le mets sur la table. Faut faire gaffe, quoi. Voilà, alors t'as les grands idéaux, voilà, sur lesquels t'as pas les trucs macro sur lesquels t'as pas trop de prise, donc voilà. Et puis quand t'es dans des positionnements intersectionnels, ça croise les différentes luttes, donc ça s'arrête pas en fait, ça s'arrête jamais, parce que quand t'es pas sur le racisme, t'es sur le sexisme, t'es sur l'homophobie, les questions de validisme, les questions d'anticapitalisme, etc., écologie, en fait ça s'arrête plus, donc t'es allumé. C'est comme si on t'allumait, que t'avais des petits boutons, là, pam pam, ça s'allume en rouge en continu, donc tu sais plus te déconnecter de l'injustice, des discriminations, et puis après maintenant ce qu'on voit sur les réseaux aussi en interne, des endroits spécifiques de lutte et des grands continuums sur les radicalités, donc alors du coup ça frite à l'intérieur même des groupes avec des gens qui trouvent d'un côté que c'est trop mainstream et de l'autre côté trop radical, donc ça travaille aussi à l'intérieur des groupes, donc quand t'es aux intersections de tout ça, ça encore plus de points de friction, quoi. Ouais. Il faut prendre soin de soi et se mettre à l'abri du monde et voilà. C'est ça.
Vous voulez un verre d'eau? Ouais, moi j'aime bien. bien. Oublie ceux qui te reluquent comme on reluque une folle. Oublie ceux qui ne comprennent pas ta danse. Ceux qui aiment la musique des gitans, mais qui ne souffrent pas l'odeur des gens. Oublie ceux qui menacent ton tapis de leurs chaussures crasseuses. Oublie le ciel, oublie les cieux. Il n'y a rien pour toi là-haut, rien pour le repos, rien contre l'hémorragie du monde. Sans l'arête de l'astragale qui comprime encore le souvenir du cuir. Sans le pied, la plante de pied, chaque orteil, chaque caresse de la langue entre chaque orteil. Et ce Dieu qui ne t'arrive pas à la cheville. Chaque fois qu'une giclée de sperme dégouline sur la joue d'un môme, chaque fois qu'un ouragan arrache le toit d'une baraque pour le planter dans la poitrine d'une femme, chaque fois que de plus jeunes que toi s'effondrent, pour chaque fois que, pour chaque jeté par-dessus bord, chaque lancé dans les orties, chaque rangé dans le placard, Dieu ne t'arrive pas à la cheville. Bon alors sans transition, après le burn-out. Non, moi justement, j'enchaîne. T'enchaînes? Non, ça me faisait penser... Ah, parce que moi j'ai la suite. Hein. Ouais, moi aussi. Ok. Je suis Fumi. Vas-y. Non, comme Lisette disait, il faut savoir se retirer un peu du monde. Ça me faisait penser à la pré-conversation qu'on a eue avant d'allumer les micros sur justement les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. C'était là que t'allais aussi ou pas du tout? Non, moi j'allais ailleurs, mais c'est tout aussi intéressant. Voilà. Parce qu'on va en parler. Voilà. Eh ben, allez-y. Et donc, la question que tu n'as pas posée. La question que j'ai pas Maureen, posée. Merci de formuler à ma place. Avant qu'on entame, tu commençais à dire aussi que tu te retirais un peu des réseaux sociaux pour l'instant, ou en tout cas que tu sentais une espèce une volonté, quoi. Une espèce un besoin. De surplus, non, de trop plein de réseaux sociaux en ce moment. Ouais. En fait, c'est ce qu'on se disait. T'es comme dans t'as tes groupes, quoi. Les silos, là. Et en fait, à la fois, moi, ce que je vois passer dans mon fil d'actualité, c'est, voilà, les actus, beaucoup de choses du monde, beaucoup de choses négatives. Donc là aussi, voilà, c'était c'était poreux à ça, c'était sensible, voilà, ça vient quand même pas te laisser indifférent. Et puis j'ai l'impression que on avait des endroits de parole quand même où on pouvait confronter les idées. Tu sais, il manque pour le moment par exemple des panels. Enfin, moi je participais à beaucoup de panels où voilà, c'est des rencontres, chacun vient débattre de tiens, c'est quoi la différence entre le slam et la poésie? Ah tiens, c'est quoi les féminismes au pluriel? C'est quoi enfin voilà, et donc je veux dire t'as des sensibilités différentes autour de la table et puis on échange et puis je trouve qu'on reste quand même dans une forme de cordialité. Et en tout cas, là, c'est une limite dans la cordialité qui est liée au fait que je te regarde. Enfin, j'ai des yeux en face de moi, j'ai une personne en face de moi. Donc c'est pas c'est pas des postures, c'est pas des idéologies, c'est pas des mots comme ça lancés, c'est des personnes. Ouais. Parce que tu vois là donc c'est-à-dire que même si tu me dis un truc, tu vas pas être dans une attaque mesquine. Je suis là, je suis à côté de toi. Donc, c'est ça. Donc voilà. C'est modéré, quoi. Dans la manière dont il y a quand même une forme de respect qui est liée à la personne et il y a surtout une forme de répartie. Tu vois mon non-verbal. Si tu lâches une couillonnade, moi je vais te regarder en disant et je t'arrête tout de suite. Je vais tout de suite te dire non, mais là je t'arrête. Ouais, tu racontes. Enfin, il faut venir sur le. Voilà, par exemple, je dirais ça. Je t'arrête. Comme si pour dire ça, tu n'es pas sur le terrain. Mais là, l'échange est à distance et donc en fait, non seulement les corps, les personnes, tout ça est effacé, et puis surtout c'est les temporalités. On n'est pas au même moment sur les réseaux. Donc par exemple, tu peux te lever un matin. Là, j'ai vu ça la semaine passée là dans le milieu féministe liégeois. Tu te lèves un matin et tu vois un post où en fait on parle de toi, de ton travail, mais tu n'es pas à la table en fait. Donc les gens qui te connaissent pas ton travail, qui tirent, c'est par la lorgnette, ils tirent à boulet rouge à partir d'un point de détail qui est faux déjà à la base. Ah, ça t'est arrivé à toi? Non, pas à moi, une amie en fait. Une amie, elle a vu un de ses collages. Elle a un collage qui a beaucoup tourné, elle s'appelle Éléonore Doc, elle est féministe, écoféministe, et le collage c'est je veux de la culture et des baisers. Ce truc a tourné. Avec tout un travail derrière qui est lié à la fois au soutien pour la culture et à la fois un travail. Elle a créé une pièce qui s'appelle l'urgence de la délicatesse. Donc il y a tout un travail. Donc c'est pas du tout dans la vision des baisers. C'est pas du tout sexualisé. C'est vraiment cette délicatesse, cette attention. Et voilà, son collage a été détourné. Au lieu de ça, il était écrit je veux de la culture et être violée. Et tout d'un coup, elle s'est retrouvée comme étant quelqu'un qui participe à la culture du viol dans l'espace public.
et le truc tourne, le truc est voilà, et les gens commentent et disent que non, on a le droit de discuter. En fait, on échange des idées, on débat. Mais attends, c'est plus débattre. Tu détournes une œuvre artistique, tu modifies complètement le propos. Si on était dans d'autres sphères, ce serait attaquable. Enfin, tu vois, tu peux pas toucher. Voilà. Et moi, je suis intervenue, mais donc ce qu'on a eu comme réflexion, c'est de se dire là parce qu'on se connaît, et puis là aussi parce que moi, j'ai mis mon nom dans la balance en disant, écoutez, moi, je suis en train d'écrire là-dessus sur la violence intra dans nos milieux. Et donc, tout d'un coup, il y a une espèce de petite pression quand même. Et là, il y a elle a demandé des excuses. Il y a partiellement des excuses qui ont été faites, etc. Mais t'imagines, comme ça nous a on a autre chose à foutre. Oui, c'est ça prend une énergie folle. C'est ça. Alors là, voilà, c'est vraiment, du coup, et alors, voilà, et elle, le prochain, même si elle elle est motivée, elle va refaire ses collages, etc. Mais ça veut dire quoi? Que la prochaine fois que tu colles, en fait, tu vas quand même penser à ce truc. Il y a quand même un truc dysphorique, quelque chose qui est venu t'attaquer, c'est une artiste émergente. Ça veut dire qu'au moment, justement, où ton travail commence à être partagé, c'est à ce moment-là que tu te prends un tacle. Donc, ça laisse des traces. Voilà. Moi, j'aurais pas voulu être elle. Alors, ça veut dire, et je vois ça à plein d'endroits, dans le milieu de la poésie, dans le milieu militant, etc., qu'il y a une espèce de truc les gens font des attaques nominatives. Donc, c'est-à-dire, tu nommes quelqu'un et puis tout ton réseau à toi qui te connaît très peu cette personne commence à discuter comme si on parlait de concepts, voilà, alors qu'on parle de personnes, les personnes réinterviennent, etc. Voilà, on parle de toi sans que tu sois là à la table, et je trouve que je sens une montée de ça. Donc moi, ça, voilà, là je trouve que on doit mettre des énergies pour moi ailleurs. Donc ça veut dire que tu dois à la fois tu marches sur des œufs dans tes propres milieux, tu dois batailler là-dedans, il faut défendre des gens, et à la fois t'as des trucs des classiques. Moi, après les chroniques à la RTBF là, enfin je veux dire, ce mec là qui m'envoie un message dans ma boîte mail en me disant vos élucubrations voilà n'intéressent absolument pas les Européens, et si ça vous emmerde, retournez dans votre Afrique de merde, quoi. Ah oui, okay. Tu vois, tu ouvres ta boîte mail pro et tu vois ça, alors tu te dis, en fait, tu te prends quand même des trucs, enfin c'est quotidien. J'essayais d'expliquer ça à mes copines parce qu'elles me disaient ouais mais tout roule, t'as signé en France, les livres se vendent bien, machin. Mais je dis oui, mais tu te rends pas compte en fait que c'est quand même quotidiennement, tu dois, tu vois, à différents endroits, tu dois un peu batailler. Tu vois, moi j'ai des commandes, tu dois aussi tout le temps te demander quand t'es artiviste, quand t'es personne racisée, tu dois à chaque fois te demander, bon, est-ce que les mecs ils me prennent parce que je suis une femme, parce qu'ils ont besoin, tu sais, de ta couleur, machin, etc. Donc ça te met quand même toujours à des endroits, enfin voilà. Donc je trouve que c'est, tu sais, je vois, enfin, je ne vais pas citer de nom, mais des personnes. Peut-être quand t'es pas dans un art engagé, peut-être t'as d'autres soucis. Mais en tout cas, ceux-là, je trouve que là, pour le moment, ils se sont accumulés. Et je pense que la fatigue mentale, c'est ça aussi, c'est que tu fais pas juste ton métier en fait. Mais c'est ça, puisque dans ce que t'expliques, il y a les deux versants de la médaille entre guillemets, c'est-à-dire à la fois pour faire entendre les voix, la cause. À un moment, il faut peut-être aller sur des terrains entre guillemets plus mainstream pour justement être entendu un maximum. À la fois ceux qui te reçoivent, où tu dois effectivement te dire bon, est-ce qu'on a quand même un peu envie de m'écouter, ou ils ont juste une case couleur ou femme à checker et fin de l'histoire. Et après t'as du coup au cœur du milieu militant où on va te dire tu vas parler là où il faut pas, ou aux mauvaises personnes, ou c'est ça, vendre ton âme. C'est complexe parce que après moi j'ai l'impression que je me suis réalignée par rapport à tout ça. C'est que d'abord il faut être au clair. Moi je suis au clair, j'ai 3 enfants, donc en fait il y a un truc qui s'annule directement, c'est que les bavardages, les trucs idéologiques, etc. ça s'annule. J'ai des factures à payer, j'ai mes enfants, etc. Donc je suis très les pieds collés au sol. Et donc quand j'accepte un contrat, etc. ma ligne de mire c'est j'ai 3 enfants, je vis toute seule avec, faut que je paye mes factures. Tout le monde bouffe à la fin du mois. Voilà, et donc voilà. Pour moi c'est un truc qui m'aligne. Voilà, et j'accepte mes contrats en conscience, et si quelqu'un veut me dire quelque chose par rapport à ça, on va discuter, quoi, tu vois. C'est pour moi ça me pose, mais vraiment. Après
t'es équilibriste en fait. Moi, chaque fois tu dois te poser moi chaque fois je dois téléphoner à ma sœur. J'y vais pas, ou dans le milieu militaire, tu sais, c'est ta sœur, ton agent en fait. Non, c'est ma vraiment coach, parce qu'elle travaille dans le milieu entrepreneurial, donc elle a un tout autre regard. Tu vois, elle se dit entrepreneur artiste, donc elle a un autre regard. Par exemple, tu vois, dans le commerce, elle me dit, moi, le commerce, on fait pas de politique. Donc, ça veut dire que si on doit donner une formation quelque part, elle me dit, moi, je peux aller la donner partout. Alors que moi, sur des questions d'idéologie, j'ai déjà fait un remplacement. Je me suis retrouvée dans une institution de droite politique. Et je me suis dit, ouais, ok, je dois donner une formation de charisme oratoire, mais est-ce que j'ai envie d'outiller ces gens, en fait? Donc, voilà. Et elle dit, non, moi, peu importe, mais parce qu'elle a ce rapport au client où là, on ne discute pas de politique. Mais donc, tu vois, c'est équilibriste parce qu'en fait, aller dans un endroit mainstream, tu sais que tu donnes plus de visibilité à ton travail. Mais tu sais que tu t'exposes, comme les chroniques radio. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un en descendant de scène qui venait me dire que je faisais de la merde, enfin, qui m'agressait directement, en fait. Alors que là, t'es dans un truc, même l'article dans le soir, le mail raciste, c'est après ça. C'est-à-dire que tu t'exposes à des gens, en fait, qui ne connaissent pas ton travail, voilà. Ça, c'est le revers du truc. Donc, moi, je me suis sortie de là. J'ai pas voulu continuer les chroniques radio, même si j'ai quand même pris du plaisir là-bas, parce que je me disais, c'est pas possible. Tu fais une chronique, et puis après, tu lis plein de commentaires sur la page de la enfin, pour moi, ça même si tu te dis, je vais pas aller lire, machin, etc. Après, t'as des copines qui te taguent, donc ça revient quand même quelque part dans ton... Donc, tu dois te désabonner le soir aussi. Et puis, le gars me dit, bah, écoute, nous, c'était pas le but de faire une interview pour que tu te désabonnes, finalement, du truc. Donc, tu y vas pour élargir le truc, parce que voilà, et ça fonctionne, parce que quand tu vois un gars comme Félix Radou là à la télé, bah, le mec qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux dire, il a mis tu vois, il a ouvert son public, ça a changé sa vie en fait de participer, mais aussi parce que justement c'était pas engagé. La seule fois il a essayé de faire un truc engagé, donc tu sens que c'est un endroit où justement la poésie sociale, l'engagement, c'est la limite du truc, quoi. C'est-à-dire qu'on ta parole peut y être reçue jusqu'à une certaine limite. Voilà. Donc là, si tu te sens corseté, il faut sortir. Et d'autres s'en accommodent et restent. Maintenant, sur des questions de radicalité, tu te dis, si tu restes à la marge, est-ce que tu peux faire un levier politique? Donc voilà. Et en même temps, c'est nécessaire. Donc moi, je me sens, si tu veux, entre les deux, parce que j'ai travaillé comme salarié dans un mouvement mainstream, j'ai vu ce que ça faisait comme dégâts sur les organismes, et quand l'intersectionnalité n'était que de papier, etc. Je vois ce que ça fait, les hiérarchies, etc. Je vois. Et en même temps, par exemple, pour les cités vie féminine, si elles avaient pas été à l'Europe, si c'était pas c'est un travail sur, tu vois, on parle de dizaines d'années pour obtenir le statut des accueillantes d'enfants. Mais donc ça veut dire que s'il y a pas un lobby politique, s'il y a pas tout ce travail-là, la loi non plus ne va pas changer si tu travailles que dans les marges. Donc moi, pour le moment, je suis un peu équilibriste là-dedans, c'est-à-dire que je me dis, je suis alignée parce que c'est d'où que je veux parler, c'est de mon travail. J'ai envie de parler, d'avoir une parole artistique. Je ne suis pas polémiste, je suis pas sociologue. J'aime pas qu'on m'appelle comme si j'étais sociologue ou spécialiste de l'esclavage ou je ne sais pas. Moi, donc je suis pas là. Et en même temps, je comprends les personnes qui sont dans des commissions, les personnes, tu vois, pour changer le nom des rues, tu peux manifester dans la rue, mais il y a des gens qui sont dans des commissions qui travaillent là-dessus. Les manuels scolaires, tu peux écrire des trucs sur les réseaux sociaux, mais il y a des gens qui travaillent dans des groupes de travail pour qu'effectivement les manuels scolaires, il y ait plus de femmes, il y ait plus qu'un entrefilet sur la colonisation. Et ces personnes-là sont dans des lieux mainstream, dans des lieux très institutionnalisés, mais ils font le job aussi. Donc en fait, moi, ce que je sens maintenant, c'est pour se préserver, justement, pas cramer comme ça en vol, il faut plutôt trouver l'endroit où on est à sa juste place, pour s'éviter des aigreurs, pour s'éviter de... En fait, moi, c'est la question que je me pose pour le moment. Je me dis, mais si toi, tu es dans ton squat, et que c'est de là que tu produis ta culture, etc., pourquoi mettre autant d'énergie à vouloir dégommer des travailleuses qui sont à un autre endroit, par exemple? Ça, pour moi, ça m'échappe, ça, pour le moment. J'essaye de me mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire que moi, je me mettrais là demain à ma table et j'écrirais des textes sur des personnes, qui font par ailleurs un job, mais
j'écrirais, tu vois, je mettrais toute mon énergie à écrire, nommer des personnes et à mettre toute mon énergie pour les abattre à distance, les discréditer à distance, sous prétexte qu'elles sont dans des lieux, tu vois, où moi j'irais pas en fait. Ou ça, pour le moment, c'est ma question. C'est quelque chose qui m'est complètement étranger, ce mode de pensée là en fait. Ouais, ce mode de pensée. Puis, enfin, c'est vrai que souvent, enfin, quand je vois des choses comme ça, je me dis, mais que font les gens de leur énergie? C'est incroyable comme question. Enfin, en fait, je me dis, mais si j'avais autant d'énergie là pour mettre genre toute cette haine dans ce commentaire ou ce papier et tout, putain, j'en ferais autre chose quoi. Enfin, quelque chose de plus utile en fait et de moins destructeur. La réalisatrice là, Amandine Gay, elle a mis moins de réactions, plus d'actions, et en dessous, elle publiait son livre sur les questions d'adoption. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, ça fait un petit temps, tu sais, des fois les gens réagissent, etc. Mais je me dis, quand tu comptes le nombre de signes, moi aussi j'ai déjà fait, avant j'étais hyper des billets d'humeur, des tartines, etc. Ça m'arrive encore, mais vachement moins, parce que je me dis waouh, quand je vois le signe là, les signes qui sont là, je pourrais les mettre, en faire un poème quoi, ou en faire quelque chose, un essai, ou je sais pas, retourner à nos métiers. J'avais commencé un texte là-dessus parce que quand Félix Radou, justement, j'ai pas envie de reparler de lui, mais mes copines féministes étaient vraiment montées au créneau et m'avaient demandé pourquoi est-ce que tu ne réagis pas en fait. Okay. Et en fait, c'était juste pour ça aussi, c'est parce que moi je l'avais vu, on s'était vu la veille qu'il sorte sa chronique là sur Lettre à ma sœur, et je l'avais vu sur scène, j'avais trouvé sur scène, voilà, le mec il a quand même du flow, voilà, c'est un comédien, et je m'étais dit, ouais, mais est-ce que j'ai envie est-ce que je dois d'abord avoir un avis sur tout? Oui, je peux l'avoir dans mon privé, mais est-ce que je dois publiquement avoir un avis sur tout? Voilà. Après, il faut plus se questionner soi. En fait, ce mec, par exemple, je vais prendre lui, mais ça pourrait être, pourquoi dans nos milieux de poésie, il vient nous crisper, en fait? Parce qu'il a eu un succès fulgurant, parce qu'il s'est d'abord dit qu'il n'était pas poète et qu'on le sent qu'il a été comme intronisé poète par le média. Parce que tout d'un coup, comme il est pas dépositaire d'une parole politique, il est pas clivant du tout. Il est très lisse. Donc, en fait, il peut, comme Pitbull lisse, il peut aller à beaucoup plus d'endroits que d'autres. Et ça peut nous mettre à un endroit de dire, mais ouais, mais pourquoi, enfin, c'est pas juste, quoi. Pourquoi ce type-là, comme ça, pourquoi lui, pourquoi pas? Donc ça peut mettre des gens à cet endroit-là. Après tu dois t'interroger, pourquoi, qu'est-ce que ça vient travailler, alors que voilà, ou alors tu te dis non, il y a de la place pour tout le monde de toute façon. Comme ma sœur m'avait dit, elle m'avait dit, écoute Lisette, elle me dit, écoute, moi quand je vois ce gars, parce qu'elle avait pris des places direct aussi, elle trouvait ça super, le violon derrière et tout, elle avait pris des places pour son spectacle. Alors elle dit, ouais, mais quand on le voit, en fait, il parle à toutes les mères qui ont des fils, à toutes celles dont le fils qui ne parle plus à leurs enfants, à toutes celles qui, elle voit aussi leur beau-fils idéal, machin, donc il parle à plein. Et alors elle me dit, même si toi t'écrivais le même texte, en fait, non, t'as une couleur de peau qui ne revient pas aux gens déjà épidermiquement, qui peuvent pas voir ta gueule là en peinture. T'es une femme t'es une féministe, donc déjà tu emmerdes, voilà. Donc elle dit en fait, voilà, donc c'est que il y a pas besoin de faire de la bile ou de l'aigreur comme ça. Il y a de la place pour tout le monde, mais à d'autres endroits. Donc moi, c'est ce que je sens, en tout cas. Moi, j'ai fait un travail là-dessus. Vraiment un travail de fais ce que t'as à faire et ça va payer à certains endroits. Ça ne plaira pas à tout le monde, mais que malgré tout, quand même, tu vois, Amanda Gorman, qui a dit son poème à l'investiture de Biden, alors, elle est critiquée, machin, etc. Comment la poésie va servir l'establishment, etc. Mais n'empêche elle fait quand même parler de la poésie. Félix Radou, ok, il signe maintenant ses capsules là en France avec le ministère de l'enseignement, etc. N'empêche, même si c'est pas ma poésie, il participe quand même à la visibilisation de la poésie. Voilà, d'autres gens comme ça, même s'ils ne sont pas dans la même sensibilité, ils travaillent avec un autre public, avec le grand public, etc. Mais quand même, ils servent quand même le fait que la poésie se ramène dans certains lieux, quoi. Je confonds peut-être, mais Amanda Gorman, est-ce qu'il n'y a pas eu une espèce de polémique récemment? C'est ça, avec sur la traduction. La traduction, ouais. Et ce qui est marrant, c'est que ma traductrice néerlandophone, Kathleen Van Heust, elle a traduit Amanda Gorman le lendemain. En fait, elle l'a traduit vers le néerlandais le lendemain de l'investiture. Et donc, quand on a rediscuté ensemble,
la semaine passée, on parle de ça évidemment parce que tous les traducteurs ils sont dans le. Elle me dit mais moi je peux plus traduire. Enfin, ça les a mis dans un endroit et après on s'est redit, on s'est dit mais attends qu'est-ce qui c'est la confiance. C'est moi je dis écoute je parle. Pour resituer un peu histoire que peut-être que tout le monde sait pas exactement c'était quoi le problème. Peut-être qu'on mettra l'article en description. Oui d'accord alors. Mais sinon si tu veux faire 2 lignes dessus c'est un éditeur néerlandophone, hollandais, comment on dit, des Pays-Bas, hollandais, ouais, qui donc veut sortir le discours poétique slam, je ne sais pas très bien comment l'appeler, qu'a fait Amanda Gorman à l'investiture de Joe Biden, qui est traduit du coup en néerlandais. Et la personne qui a été choisie pour faire cette traduction, dont j'ai oublié le nom, aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, je pense que ça a été plus qu'un choix réfléchi de justement quelle serait la personne la plus appropriée pour traduire ce genre de texte dans ce contexte. Ils ont choisi une personne qui là justement a de l'actu, a reçu un prix et donc c'est plus un choix marketing qu'un choix raisonné éthique, si on peut dire. Et donc voilà, les internets ont brûlé. Mais ça a titré plutôt qu'on pouvait pas traduire, qu'un traducteur blanc pouvait pas traduire une personne racisée. Ouais, voilà. Donc ça s'est enflammé sur ça. Après, je pense que il y a un truc qui est vrai, c'est que les maisons d'édition, c'est aussi des machines commerciales. Donc ils vont pour la partie française, quand tu vois que c'est Lausanne de Yakuza, donc je veux dire, aussi les traducteurs et traductrices dont c'est le métier depuis bien longtemps peuvent se dire pourquoi cette personne, mais parce que il y a une tout d'un coup deux célébrités qui vont venir se rencontrer, ça va faire ça fait parler des gens rien qu'en amont. Après c'est vrai qu'aux Pays-Bas le fait de pouvoir relister des personnes racisées, traducteurs, traductrices racisées, ça a remis ce débat là. Après pour moi c'est un autre débat et je pense qu'on pouvait parler de manière dépassionnée, tu vois. Ma traductrice, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, en fait, il y a une confiance entre l'auteur et le traducteur. C'est ça le lien le plus important, en fait. C'est cette confiance-là de te dire que moi, je maîtrise pas cette langue-là dans laquelle tu traduis, mais je te fais confiance. Les gens, ils téléphonent, ils disent, ouais, ça veut dire quoi, cette expression-là? Par exemple, là, elle me disait, t'as mis, les types qui jouent des coudes et de la crotte. Alors, je dis, mais comment tu vas traduire? Je dis, écoute, non, même en français, ça ne se dit pas. Normalement, jouer de la crotte, ça veut dire quoi? Donc, tu vois, tu discutes, et c'est ça qui est beau, cet endroit-là. Alors, elle me dit, OK, je vais m'inscrire à ton atelier de slam, comme ça, je vais choper aussi ta rythmique, je vais voir comment tu t'exprimes. Et elle me dit, voilà, OK, j'ai maintenant tous les éléments de vocabulaire, voilà. Elle dit, maintenant, je vais essayer de retraduire en néerlandais pour essayer de rechoper le flow. Et elle dit, attends, c'est un travail de dingue parce qu'elle me dit en néerlandais il y a moins de rimes qu'en français. Donc elle me demandait l'autorisation en fait pour changer certains mots qui n'étaient donc pas parce qu'en fait c'est plus de la traduction, c'est presque de l'adaptation quoi. Ouais, pour garder le travail sonore en fait. Donc tu vois, et je trouvais ça beau parce qu'en même temps on a pu reparler de confiance, on a pu reparler de ce métier de l'ombre vraiment qu'est la traduction. Et elle aussi disait mais alors ça veut dire quoi? Elle a traduit un auteur du 18e je crois homosexuel. Elle dit mais ça voudrait dire qu'on pourrait lui contester ça. Après elle a traduit d'autres personnes mais aussi des personnes racisées et elle dit il faudrait pas que ça crée non plus un précédent qui mette les traducteurs et les traductrices à un endroit, tu vois, très inconfortable, parce qu'en fait l'enjeu, c'est pas d'avoir un mimétisme de couleur ou d'expérience, c'est vraiment on est dans la langue, quoi, en fait. D'ailleurs là, du coup, avec cette histoire, ils se sont pris un vilain coup de pression, mais c'est vrai que c'est un métier qu'on met pas assez en avant, et j'avoue que ce soit ici quand on fait nos recommandations ou bref dans d'autres contextes, on n'a pas forcément toujours le réflexe de citer les traducteurs, traductrices. Et on nous le reproche parfois. Mais à raison. Et tout à fait, oui, tout à fait. Big up à eux. Big up les traducteuristes. Big up les traducteuristes. Les passeurs. Elle me dit moi je suis une passeuse quoi, tu vois. Elle me dit je me sens comme une passeuse et il y a de ça. Après, eux, ils ont raison aussi de dire, waouh, il y a quelque chose qui est en train, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils étaient de l'ombre, et puis là, la personne qui est choisie, elle est déjà médiatisée, elle n'est pas traductrice.
mais elle est connue en poésie. Donc là, c'est vraiment ça. C'est comment ils ont aussi eu l'impression, tu vois, de passer aussi à la trappe sur des questions starification, médiatisation. Ça pose aussi cette question-là. C'est ça. Et du coup, on enchaîne parce que tu as commencé un peu à parler justement de ta traductrice qui vient voir qui va venir à tes ateliers de slam pour voir la manière dont ton flow et tes choses comme ça. Et une de nos questions, c'était un peu toi ton process d'écriture. Ça rejoint aussi un peu une des questions que Maureen a posées tout à l'heure aussi sur le passage tu vois, est-ce que tu composes à l'oral en improvisant et puis ça vient à l'écrit, ou est-ce que tu écris et puis c'est après que tu adaptes en slam, ou comment en fait ton process de création, comment ça marche quand tu te dis je travaille? Moi, j'ai une base qui est liée à l'écriture automatique. Ça, c'est vraiment moi mon gros. Je veux dire, la journée, non, je marche, je cogite, etc. Mais j'écris pas. C'est comme si j'essayais que ça infuse et que après, c'est presque comme tu dirais que c'est à fleur de. C'est que ça va sortir. C'est comme si je me mettais exprès en état de. Je vais rien noter, donc il y a la matière qui rentre et qu'après, elle est presque à fleur de peau à sortir, et donc en fait elle sort à l'aube, au réveil ou au coucher, donc je la laisse sortir quand je suis un peu dans les vapes là, ou dans un état second, ou quand t'as une insomnie ou quoi, et donc je me dis, je fais confiance vraiment à ces moments-là, j'essaye pas de faire du beau, etc. Je laisse tout sortir, et puis après pendant la journée je relis, et en relisant je le dis à haute voix. C'est ça. Et pour moi, là, c'est là l'énergie slam, c'est que à ce moment-là, quand ça passe en bouche, tu sens si ça ralentit, tu sens si la liste est trop longue, il faut faire sauter des choses, et justement, tu sens les endroits où le texte redescend, parce que c'est sur une tournure de phrase, il y a un qui, un que en trop, où il y a je sais pas, quelque chose, mais c'est souvent dans ce sens-là, ciselé, il faut faire sauter les et puis souvent après ça nominalise les phrases, etc. ou c'est grande phrase, petite phrase, grande phrase, pour faire un effet comme ça d'accordéon, mais ça c'est à l'oral. Mais donc du coup, je sens que c'est ça aussi là dans cette idée de vouloir faire un roman qui me met aussi en petite insécurité, c'est que presque même Vénus Poetica, c'est comme si c'était tous des petits fragments, ils sont sortis, mon éditeur, en fait, j'avais écrit un gros truc protéiforme, il m'a dit, oh non, je garde que les 6-7 premières pages, et le soir, quand je suis rentrée chez moi, comme j'étais à ce moment-là dans les fameuses phases up dont on dit, j'avais mis devant moi, 50 fragments, et en fait, c'est devenu le livre, parce qu'en fait, ils sont apparus en 1 heure, ils étaient devant moi, donc j'avais mais je me suis pas dit, ah oui, le personnage, il va, machin, etc. Donc, non, mais du coup, le parcours dans le livre, il y a cette sensation-là c'est les flashs, des flashs de souvenirs, quoi. Ouais, c'est comme des flashs, vraiment. Mais pas, du coup, une construction. Et donc là, par exemple, je vois ma sœur, elle écrit aussi pour le moment, mais quand je vois, ou mes copines, je vois bien chez elles, tu vois comme ce qu'on voit les écrivains là qui ont des feuilles partout, des flèches et tout. Et puis, alors je me suis mis la pression parce que j'ai acheté des livres aussi, comment écrire un roman, j'ai lu le Stephen King et comment est-ce qu'elle s'appelle, une qui fait des romans policiers, là très connue, mais qui a écrit tout un super intéressant sur l'écriture, etc. Mais donc du coup, là c'est très, il faut la construction du personnage, la narration, les bazars, etc. Les fiches, faire des fiches avec pour que ça a donné du corps. Donc j'ai essayé, et en fait ça m'est tombé des mains parce que c'est pas du tout comme ça que je travaille, et j'ai commencé à me mettre une pression de dingue parce qu'il était marqué que si on ne faisait pas ce travail-là, ça marcherait pas. Le lecteur allait voir que il y avait des incohérences, et ça on pouvait vraiment pas c'était vraiment on pouvait pas que fallait pas s'exposer à ça, que c'était une impolitesse par rapport au lecteur, et donc ça m'a mis une espèce de pression. J'ai commencé à me dire waouh, le roman ça ne peut être que tu vois, quand tu lis les critiques de romans, c'est une description fine de l'âme, blablabla, etc. ou alors une description vraiment des paysages très etc. Le paysage est aussi un personnage, partie intégrante de la ville, etc. Alors moi, quand j'ai commencé à lire ça, je commençais à me dire merde, je suis dans un truc très
tu vois, ça décrit pas les trucs, ça, etc. C'est comme un... C'est très atmosphérique ou... Oui, mais en plus, c'est quand même marrant. C'est plutôt rythmique. Oui, c'est ça. C'est quand même marrant d'aller vers, du coup, des espèces de condensés de règles de comment on écrit. Alors que... Tu sais. T'as déjà écrit. Enfin, tu sais. Oui, mais je sais pas. C'était pour te rassurer, peut-être pour te donner un cadre, et puis finalement tu te rends compte que ça ne sert à rien et tu vas y aller à l'instinct comme pour le reste, quoi. Voilà. Il fallait c'est ça. Il fallait un endroit où se dire, ok, c'est censé être comme ça qu'on fait. Ben en fait non, ça me convient pas, et en fait je l'ai déjà fait avant sans connaître toutes ces règles-là, et ça s'est très bien passé. Donc hop, on vire les bouquins. Et je les ai pas tout à fait virés. J'ai quand même gardé des trucs en me disant, ils avaient quand même raison sur un truc, c'est que quand tu ne fais pas ça, donc c'est-à-dire quand tu ne vois pas. Là, j'ai quand même un fil. Hein, je vais aller. J'ai un fil. C'est pas une structure. J'ai un fil, mais que quand tu ne le fais pas, en fait, c'est vrai que j'étais là. Ok, à l'enterrement, il y a. Et puis après, tu passes un truc, tu dis merde, j'ai oublié. Cette personne n'était pas à l'enterrement. Donc elle peut pas se retrouver en fait. Donc tu dois revenir en arrière et essayer de réinjecter un truc parce que il y a un lien logique en fait qui manque. Enfin, ou il y a quelque chose de trop. Bon, après, c'est pas. Je suis pas dans un roman policier, tu vois, où tout. Dépend du truc d'avant, donc mais quand même j'ai entendu quand même qu'il y avait mais voilà, ce que ça me redit quand même, c'est que il faut quand même se faire confiance, et c'est plutôt l'inverse que je me suis dit, je vais plutôt me remettre dans mon écriture. L'envie, j'ai senti de toute façon que les textes commençaient à s'allonger et que je me sentais, moi j'ai plus fait de scène slam parce qu'en fait le format 3 minutes, j'arrive plus à rentrer mes textes dedans, donc je vais écouter, et les gens qui me disent t'as pas de texte, et je dis si, j'écris mais j'ai plus de, ça rentre pas dans les 3 minutes. Il me faut 3-4 passages. Voilà, donc je l'ai fait, hein, je lisais des extraits, mais après tu perds l'énergie, il y a quand même un truc avec climat, enfin tu vois, il y a quand même un voyage dans le texte, donc si tu lis un extrait, t'emmènes pas là où tu veux en termes d'énergie. Mais donc voilà, voilà. C'est ça. Donc là, t'es dans le format roman. Et quand tu écris, et quand tu disais tout à l'heure que les choses émanent de toi après les avoir conservées, que ça bout, est-ce que c'est au fur et à mesure des relectures et de réécritures que tu te dis ça ce sera pour le recueil de poésie, ça c'est le roman, ça c'est la littérature jeunesse, parce que t'as fait ça aussi. Et donc tu sens direct les moments où tu vas dispatcher les différents textes, ou alors quand ça sort en fait c'est directement tout pour un seul projet qui vient d'un coup, ou c'est ça. Non, ils sont en parallèle. C'est ça. Donc sur une même journée, tu pourrais sortir des textes qui sont pour le roman et qui sont pour c'est ça. Ça sort comme ça sur la journée. Et je garde de la matière. Là, je me dis tiens, si je voulais retravailler, faire plus un essai par exemple, et de me dire tiens, c'est quoi cette poésie sociale aujourd'hui, c'est quoi ce slam poésie là maintenant, plus la question du féminisme, etc. Là, je suis en train d'accumuler des petits bouts, je note des petites choses, et ça, je sais que ça fera un objet l'année prochaine, ou à un moment donné. En fait, c'est la matière se met là, comme tu dirais, c'est des petits bouts de feuilles, voilà. Et puis à un moment donné, je sens que ça va faire une boule un peu compacte, et là, à ce moment-là, c'est très fulgurant. C'est comme si le chemin était tracé, mais pour chaque endroit, je sens qu'il y a d'abord une accumulation de matière, comme du terreau, là, ça. Et puis après, tout d'un coup, boum, il y a quelque chose qui devient impérieux. C'est-à-dire que t'es à cette tâche-là, et ça te traverse, et c'est obsessionnel. C'est ce truc-là que tu dois faire. Et là, je sens que, comme le roman c'est plus long, j'ai eu ça, je me suis dit, je vais faire que ça, mais en fait, si c'est pas, moi, j'écris pour des magazines, etc., donc tu dois quand même sortir du truc, et alors, je me suis j'ai commencé à sortir pour d'autres, des commandes, voilà, des trucs pour des expos, et chaque fois que je sortais, j'avais l'impression que, je râlais, je pestais en fait. Et en fait, j'ai dû faire ce travail aussi de me dire, bon Lisette, en fait, il y a des deuils à faire sur. Moi, je vis pas de mes droits d'auteur, donc il faut que je donne des ateliers. Enfin, non, j'aime donner des ateliers, mais enfin, quand tu donnes un atelier, j'ai dû faire un travail pour ne pas me sentir comme si ça m'arrachait à ma table d'écriture, en fait. Comme si c'était non, voilà, tu dois donner des ateliers, tu dois écrire pour des magazines parce qu'effectivement ça paye aussi les factures, voilà. Mais alors du coup, c'est un peu modifier le truc et te dire OK, quand je suis là, par exemple le Vif Week-end, c'est les trottoirs philosophes, c'est pas, voilà, ils m'ont demandé un truc pas politique.
pas sur la culture non. Alors, tu te dis qu'est-ce qui reste? C'est ça. Ok, je dis ok, pas politique, citoyen, ça va. Oui, ok, pas culturel. Ouais, mais quand même poétique. Ok, ça va, poétique, ça va. Ok. Et là, mais je me dis, c'est une belle. Des fois, je me dis merde, ça me siphonne mon temps et ma capacité d'écriture, parce que voilà, les trucs font 3500 signes et c'est tous les 15 jours, donc je me dis 3500 signes, si je pouvais les rabattre de l'autre côté, mon livre avancerait aussi. Mais en même temps, ça paye les factures. En même temps, ça rencontre un public qui me découvre dans un truc. Les retours, c'est marrant, c'est une douceur, c'est quelque chose de plus philosophique, etc., qui n'est pas l'énergie slam. Et aussi, ça m'aide à me mettre en commande, ce que je ne savais pas faire avant, c'est-à-dire à cette date-là, il faut que ce soit sorti. Donc je dois me mettre dans une écriture quotidienne et plus dilatée, c'est-à-dire en tout cas c'est ce travail-là pour le Vif Week-end qui me sert pour le roman, parce qu'en fait je dois me lâcher la grappe en poésie, c'est serré, donc en fait t'es en économie de mots et là-bas faut broder. Je ne peux pas dire ça, il faut, voilà. Tu peux broder. Chaque ligne n'est pas, tu vas pas faire une disserte sur chaque ligne. Oui, tu peux un peu décorer l'idée. Ça emballe, ça blablabla, etc. Voilà. Donc du coup, je remercie ce travail-là parce que c'est ça qui permet de dilater l'écriture. Voilà, ouais. C'est ça. Et tu écris tous les jours? J'écris tous les jours. Avant, non. C'est vraiment depuis le confinement, en fait, où je me suis dit, j'avais déjà eu un électrochoc en allant à un colloque à Milan. Il y a un gars qui me disait, moi j'écris tous les matins 1 heure avant d'aller à l'université, et il dit, et comme ça, j'ai écrit un roman en une année, parce qu'il disait, j'écris 1 page par jour, en fait. Donc à la fin de l'année, par la porte ou par la fenêtre, t'as quand même 365 pages. Tu fais et tout d'un coup, je les regarde, je me suis dit, waouh, et moi je tablais plus sur des élans. Donc Vénus Poetica, je l'ai écrit en 3 semaines, parce que c'est vraiment un truc qui est monté comme ça, et je tablais là-dessus en me disant de temps en temps je vais avoir ça 3-4 semaines où il y a génial, et puis après j'écris plus pendant super longtemps. Et en fait je me suis rendu compte dans le confinement, et aussi de se dire non, que mon milieu, le moment où je devais écrire, c'était un moment plutôt comme dans Vénus Poetica, un peu pété, plutôt la nuit, etc. Et là, pendant le confinement, je me suis levée j'avais des insomnies, je dormais très mal dans le premier confinement, et tout d'un coup, j'ai découvert que l'aube, c'était vraiment, en fait, super. Voilà, et qu'il y avait une vitesse de truc, etc. Donc des fois, j'ai découvert aussi l'écriture sur GSM et sur ordinateur. Moi, j'étais sur papier tout le temps. Ça allait être ma question. C'est si t'écrivais à la main sur papier ou sur ordi, ou du coup maintenant c'est éclaté, ça à différents endroits. Ouais, voilà, et quasi plus sur papier, si ce n'est justement pour noter des idées, ou c'est par exemple si je sors d'ici, je vais au parc par exemple. Là, j'ai pris mes feuilles. Voilà, je vais aller écrire. Je me dis, je me mets 1 heure, j'écris sur le papier, quoi. Mais j'ai découvert ça, d'être dans mon lit et de c'est Myriam Leroy qui m'avait dit, j'avais fait un podcast avec elle, je sais pas, il y a 2-3 ans, que le déclic pour son premier roman, donc Ariane, c'était vraiment, elle était au bord d'une piscine et elle a commencé à l'écrire sur son GSM. Elle a les premières phrases qui lui sont venues. Elle était en train de bronzer, je crois, au bord d'une piscine. Elle avait son téléphone sous la main. Et donc, le début du roman a commencé sur son téléphone. Et la quasi-totalité du roman a été écrite sur son téléphone, quoi. Et sinon, l'écriture, on en a parlé aussi dans un autre épisode, je sais pas. Est-ce qu'on n'en parle pas à chaque fois aussi? Est-ce qu'on n'en parle pas à chaque fois? Les Morning Pages, c'est ça? C'est où qu'on en a parlé? Tu vois ce que c'est, les 18 épisodes, je pense. Et donc avec Maureen, on est des fervents utilisateurs des Morning Pages, même si après on n'utilise pas ce qu'on écrit. Mais et effectivement, moi je compile ça, je sais pas. Peut-être un jour ça servira à quelque chose, je n'en sais rien. Oui, non, moi c'est dans des carnets, là ça sortira jamais. Parce que oui, c'est ça, c'est l'écriture nettoyage de cerveau matinal. Mais ça se fait effectivement à l'aube très tôt, quoi. Ouais. Et de temps en temps, il y a, si on peut dire, une fulgurance. De temps en temps, il y a une phrase pas trop mal sentie. Alors du coup, je mets une petite croix à côté, et puis genre toutes les fins de mois, les petites phrases où j'ai mis des croix à côté, je les remets dans un doc qui est sur mon drive, je sais pas. Ça, c'est un recueil, c'est un petit recueil de poésie, là. Oui, des aphorismes. On va pas pousser trop loin, mais écoutez. On mettra le lien, mais c'était dans quel épisode? Putain, on mettra le lien de ton Google Doc. Non, je ne pense pas. On mettra le lien de ton Google Doc, ouais. Je ne pense pas. Mais le matin, oui, je fais ça, je suis comme vous, mais après, moi, je me mets plutôt comme un
À un moment donné, je dessinais. Là, c'était vraiment pour laisser sortir. Voilà. Mais là, le matin, je me dis allez, je vais profiter de comme la vague. Là, je prends ce truc d'écriture automatique. Mais par exemple là, dans le chapitre où je suis, le personnage va chez le dentiste. Donc je sais que je vais écrire quelque chose. Mais donc je me dis allez, c'est là-dessus quoi. C'est à partir du mot dentiste pendant 1 heure. J'écris sans ce qui me vient, etc. Et puis je le retravaillerai après, mais je sais que je vais faire sortir. Donc c'est des mélanges de mes souvenirs perso, de comment je verrais le personnage, de l'atmosphère, l'ambiance, etc. Et puis où la scène doit amener. Pourquoi cette scène-là est dans le livre et tout ça. Donc tout ça fait que tu arrives à écrire alors cette scène. Enfin c'est un mélange de tout. En retard, en retard, en retard, tu es en retard. Tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées. Tu pédales, tu cavales, brûlé, 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 brûlé. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré. Des interdits multipliés, distribués à la volée comme des claques qui carillonnent au chevet de tes égarements. Interdit de te maquiller, de rire à gorge déployée. Interdit de te décolleter, de raccourcir tes ourlets. Interdit de déambuler, flâner toute seule dans le quartier. Interdit de noctambuler, interdit de boire, de chavirer, interdit de danser, vibrer, interdit de salir ta robe, l'honneur, le nom et la lignée. Interdit, interdit, interdit. Mais toi, là, maintenant, arc-bouté sur ton vélo, le cœur tendu, amoureuse, tu n'en as que faire de tous ces interdits. Tu pédales, tu cavales, brûler la liste du padré. Tu pédales, tu cavales, tes perles brinque-balles sur tes secrets. Tu pédales, tu cavales, culotte trempée, lèvres gonflées, interdit d'interdire d'aimer, de désirer, de fantasmer, de s'attacher, de s'enticher, de se sentir surexcité, toucher, goûter, se délecter, te caresser, culotte trempée, te caresser, lèvres gonflées, danser, danser, vibrer, vibrer, brûler, brûler, brûler. Et donc tout à l'heure, tu nous parlais de ton projet El Slam. Et donc ça consiste en quoi exactement? Donc projet aux barricades, c'est ça? Chez Barricade. Mais en fait, c'est un collectif de poétesses que j'ai impulsé en 2015. Et l'idée, c'était que, en fait, moi, j'ai senti très vite, donc quelques mois après avoir découvert le slam, que il y avait beaucoup de femmes qui écrivaient dans les ateliers d'écriture ou dans leur intimité, mais qu'il y avait peu de femmes qui osaient venir sur scène pour partager leurs textes. Et pourtant, les textes étaient quand même puissants. Et donc, j'ai proposé qu'on organise des ateliers d'écriture slam, mais ça voulait dire donc des ateliers où il y avait une part d'écriture, mais la particularité des ateliers, c'était d'avoir du coaching scénique à l'intérieur des ateliers d'écriture. Okay. Et donc, du coup, on a commencé à travailler ça, et puis ça s'est développé. Voilà, aujourd'hui, il y a une communauté, donc c'est plus une communauté qu'un collectif, dans le sens collectif, tu vois, avec les réunions, etc., ou un collectif artistique qui s'occuperait plus de programmation. C'est plutôt vraiment une communauté avec des revendications féministes. Il y a beaucoup de féministes à l'intérieur aussi, et donc ça nous permet d'avoir d'un côté, c'est ce qu'on fait pour le moment, on a des groupes de soutien pour les artistes, on a travaillé sur la question des cachets artistiques, comment faire une petite charte, savoir c'est quoi le minimum pour qu'on se sente respecté dans notre travail, c'est de l'accompagnement pour la négociation de contrats, etc. C'est des choses très la com, etc., mais qui font partie du métier artistique. Ouais. Et puis l'autre partie, elle est liée à l'éducation permanente, donc c'est nos ateliers. Et là, donc il y a effectivement le coaching scénique, l'écriture, mais c'est aussi un moment où on déconstruit les stéréotypes. Donc c'est-à-dire que nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'espace scénique, c'était la prolongation de l'espace sociétal, et qu'il n'y avait pas à un moment donné, ligne de fracture. Et parce que nos copines avaient l'air de dire, ouais, mais non, là, on est comédien ou comédienne, c'est la même chose, slameur, slameuse, c'est la même chose, là, dans cet espace scénique. Et puis, voilà, nous, comme on venait de la scène militante et pas de la scène artistique, on leur a redit, mais en fait, il y a quand même des choses auxquelles il faut réfléchir. En slam, on dit tout qui a écrit un texte monte sur scène. Oui, mais moi, quand je regarde la scène, en tout cas en 2015, quand je regarde la scène, il y a vraiment moins de femmes que dans un concours, encore moins. Or, les concours, c'est là, comme je t'avais déjà dit tout à l'heure, il y a des éditeurs, etc. C'est aussi un endroit où tu peux te professionnaliser. Donc, si elles y vont pas, elles perdent aussi cette occasion de se professionnaliser. Moi, je disais, c'est pas une question individuelle
individuel, oui, parce qu'à titre individuel, il y a des femmes puissantes qui montent sur scène, mais c'est une question d'élargir la base aussi. Et voilà, si les événements sont organisés fort tard en soirée, il faut être à l'aise avec la nuit, il faut être à l'aise. Est-ce que tu as des déplacements, une possibilité de rentrer chez toi aussi en toute sécurité? Nous, moi, tu vois, j'ai 42 ans, donc ça posait la question, les mères célibataires avec des enfants, comment tu fais pour aller à une scène slam? Voilà, mes camarades hommes, je disais, oui, mais ta femme garde tes gosses, donc ok, t'es là, mais je veux dire, comment est-ce qu'on fait pour être là? Et puis on a travaillé aussi, pour moi, je trouve que c'est ce qui a mis notre déclic absolu, c'est sur la question de la réception du texte, c'est-à-dire la compréhension que on fait le même texte, nous deux, si on fait le même texte, imagine un texte très puissant, très politique, très engagé, on va devoir physiquement l'incarner. Donc nous on appelle ça la sale gueule, c'est-à-dire que voilà, il faut grimacer, il faut être dedans, mais que si toi on va dire de toi, comme t'es un homme, il envoie la sauce, il déchire, il arrache, il tabasse, le mec il est là, il est puissant, etc. Moi si je viens comme ça, avec un truc comme ça, très comme ça, c'est une folle, une hystérique, une féministe, je sais pas. Donc il y a eu un travail. Elle est pas très féminine. Voilà, exactement. Et le travail, c'est ça, je trouve que notre force, c'est ça, c'est d'avoir à un moment donné travaillé ça. D'abord la question de la légitimité, c'est-à-dire écoutez, si on est 20 ici à se poser cette question de la légitimité, c'est parce qu'il y a des facteurs qui font que si t'as plus d'hommes dans la salle et que tu fais un texte sur MeToo, tu vas voir ce qui se passe dans le non-verbal. Encore, machin, etc. Donc en fait, toi, à ton endroit de parole, t'es pas paranoïaque. En fait, tu sens, ton corps sent que la réception du texte, il y a quelque chose. C'est pas la même chose si tu vas dire ton texte à la Maison Arc-en-Ciel ou si tu dis ton texte à un autre endroit. Donc on a travaillé ça et on a travaillé, voilà. Et à partir de là, je trouve que ça nous a donné collectivement de la puissance. Tu sens que les filles là elles sont badass. On s'est associé au cabaret, donc ça nous a permis aussi, tu sais, en slam, c'est fort, micro, derrière le micro, comme Grand Corps Malade, en fait. Mais sauf que lui, il a une béquille. Donc lui, ça justifie qu'il bouge pas. Et nous, on est comme si on était statique derrière le truc. Et là, le fait d'aller chercher d'autres disciplines, boum, tu sors le micro déjà. Tu peux faire un tour de scène comme les rappeurs. Mais ça va être une énergie rap que les slameuses n'avaient pas forcément. Ça a fait du bien aussi parce que tu sens que pour le moment il y a une gentrification du milieu slam, ça veut dire que comme il y a peu d'espace, il y a beaucoup de comédiens et de comédiennes qui viennent dans le slam, qui ont envie d'écrire leurs propres textes, qui viennent, et donc c'est plus tellement des premières scènes, des gens qui n'ont aucun contact avec la scène, qui ont juste envie de dire, faire un cri du cœur. C'est de moins en moins ça, le slam. C'est de plus en plus des gens qui ont déjà fait des écoles, qui sont déjà à l'aise avec la scène, mais qui par ailleurs sont féministes. Donc du coup, c'est un bel espace de parole pour elles. Mais donc les textes arrivent très puissants dès le départ. Alors qu'avant, il y avait beaucoup, tu sais, de gens qui tremblaient, qui étaient vraiment... Et maintenant, quand tu vas à une scène slam, si c'est vraiment la première fois que tu viens dans un truc, il faut quand même être... Donc voilà, on doit faire gaffe aussi à ça. Donc c'est comme si maintenant on récoltait ce qu'on a semé, c'est-à-dire que tout un moment, il y avait moins de femmes, par exemple, moins de personnes racisées, moins, et que grâce, je pense, ce levier-là des ateliers, parce que les hommes, c'est comme s'ils avaient pas besoin de ce passage par les ateliers, boum, tu montes sur scène direct. Je crois qu'on a modifié largement voilà, la base, etc. Et maintenant, on est dans une autre phase où on doit faire gaffe, refaire gaffe, encore plus faire gaffe de nouveau. Attention, entre soi, attention, qui vient prendre la parole à cet endroit-là, qui ose prendre la parole à cet endroit-là, parce que il y a de nouveau les trucs de classe, les trucs de... En parlant du slam, tu avais dit ou écrit, ce qu'on applaudit, c'est le courage à avoir dit un texte. Ça m'avait assez marqué, et du coup, oui, si une scène slam est en fait un outil pour présenter un texte, ça c'est il y a plus tellement cette notion de courage de braver un truc si on est déjà je vois, si on est déjà aguerri, si on vient déjà de la scène, alors de nouveau il y a de la place, je pense, vraiment pour tout le monde. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi il y a d'autres endroits où on fait du slam que dans les scènes slam. Il y a plein de milieux militants, il y a des squats, il y a des soirées dans des associations, en fait. Et là, dans les associations, et nous on a dû un peu batailler pour faire valoir ça, c'est-à-dire que j'ai senti moi dans le milieu slam, moi je venais pas de ce milieu, donc en fait de nouveau moi je m'en fous, les guéguerres, tu vois, des gens qui sont dans la place depuis très longtemps et qui ont l'impression que il y a un truc qui s'amène là, et que ça, donc du coup, le côté un peu vieux con, du coup, il y a des réactions un peu bizarres. Tu vois, nous avec El Slam, on fait pas, déjà
de toute façon en Belgique francophone, enfin dans certains lieux, par exemple à la zone où il n'y a pas le système, parce que normalement le slam de poésie, c'est un tournoi, il y a des points et tout, hein, le public met des points, même si c'est bon enfant, mais enfin voilà, il faut quand même questionner le fait de ce que ça fait d'avoir, même si c'est un peu école des fans, il y a quand même quelque chose, voilà, donc on est dans des lieux où il y en a pas, mais normalement c'est un tournoi. Enfin voilà, nous on a tout ça est ôté, c'est ouvert, c'est micro ouvert, mais ce fait qu'avec El Slam, c'est plutôt des restitutions d'ateliers en fait. C'est parce que comme le dispositif est politique, nous c'est vraiment un espace où on se dit il faut pas que les gens, que les femmes et les hommes aussi, parce que c'est aussi ouvert aux hommes, c'est mixte. Il faut pas que ce soit un endroit où tu sors de là, finalement t'oses pas dire ton texte, ou finalement t'es impressionné, etc. Donc c'est vraiment ce groupe-là qui a travaillé ensemble pendant 5-6 ateliers qui a ce moment-là pour lui. Et donc par exemple ça, on a été attaqué. Nous on n'est pas repris. On n'est pas repris. Il y a un gars qui faisait une liste avec tous les endroits, les micros ouverts, slam, etc. qui jusqu'à ce jour refuse de nous intégrer dans cette liste. Et donc nous conteste le fait qu'on fasse du slam parce que c'est pas un micro ouvert. Donc après ce qu'on a dit, ben oui, après ces femmes-là, après les 15 personnes qui vont passer, on ouvre la scène. S'il y a 2-3 personnes qui veulent redire leur texte, ok. Mais pour nous, c'est facultatif parce que c'est leur moment à elles. Il y a assez de scènes de slam que pour que tu veux absolument venir là, t'inscrire en premier lieu et venir. Enfin, moi, c'est un truc. Encore ces hommes à qui qu'on a dit qu'ils pouvaient pas venir et qui se mettent à chialer. Oui, Ils sont chiants. Voilà. C'est ça. Et donc il y a un type, il veut pas vous mettre dans la liste de. Ouais, voilà. Mais bon, ça lui appartient. Hein, nous, ça me fait rire. Donc, on ne mettra pas le lien. On ne mettra pas le lien de sa liste. Donc voilà. Ouais. Mais je trouve que là, pour moi, c'est justement, on parlait de questions de sens. J'ai des fois des fatigues, c'est-à-dire je me dis ouf, le fait de ne pas avoir créé un collectif d'artistes au départ, parce que moi j'étais la seule. Il y a le revers, c'est qu'en fait, t'as l'impression que t'es la locomotive. Si tu veux, le carnet d'adresses, c'est moi qui l'ai, le lien avec vraiment les slameuses à l'international. Donc, voilà, si on doit appeler pour une programmation, donc tu sens, et moi, c'est un truc, voilà, j'ai failli sortir plein de fois, donc tu sors, après quand tu regardes le rapport d'activité, tu dis, ouais, c'est quand même, on a fait du bon boulot, etc. Mais, voilà, donc il faut aussi là, mais à la fois, donc t'as l'impression des fois que c'est fatigant, et à la fois, pour moi, c'est chaque fois ce qui réinjecte du sens, parce que chaque fois revoir les personnes, soit qui viennent sur scène pour la première fois, ou les personnes qui ont, à partir de l'atelier, ont nourri leur propre pratique ailleurs, ou pour des questions, voilà, de catharsis. Donc là, ces personnes qui viennent pour se faire du bien, pour aller mieux, etc. Voilà, ça a créé une communauté. Et ça, je trouve ça, voilà. Là, je me sens, tu sais, des fois on dit, qu'est-ce que t'as comme mission? Et je me dis, ah ouais, là, c'est, le truc, c'est bien, là, je suis contente, je suis fière de ce projet-là, ouais. Cool. Et on arrive tout doucement à la fin de l'épisode et comme d'habitude, on a les petites recommandations. On en a tous là, on a tous des recommandations. Yes. On avait tous bien préparé l'épisode, on a tous exactement, on est vraiment des bons élèves. Et c'est comique parce que c'est vraiment la question. Ça doit porter un nom. Si vous trouvez ce nom, je vous paye une bouteille de champagne, je sais pas, ou un truc que vous voulez. Ok. C'est en fait quand on te pose une question, on te dit allez, c'est quoi le dernier film que t'as été voir? Et en fait, t'as un trou noir alors que t'as été voir un film. Ou c'est quoi? Cite-moi 10 albums que machin, etc. Et nous en littérature, on n'arrête pas de nous poser ça. Alors cite-moi 10 livres qui ont changé ta vie, etc. Et en fait, j'ai un trou noir. J'allais dire un blackout, mais oui, un trou noir. Mais c'est un truc et ça particulier. Porte un nom oui, ça doit porter un nom. Ok. Parce que c'est vrai que les gens qui ne savent pas répondre, par exemple, tu vois le questionnaire de Proust, etc. Ce sont des questions comme ça, et en fait, tu vois plus rien. C'est hyper marrant. T'es en panique et tu te dis non, j'arrive pas à trouver. Puis quand t'arrives chez toi, tu te dis mais oui, ça, etc. Mais c'est hyper marrant. Je sais plus, à un moment, j'étais partie, je sais pas, on devait être en van et je suis partie en mode interview. Alors Damien Resta, c'est quoi ton truc préféré? Et vraiment, tu m'as dit, je ne peux pas faire ça m'angoisse parce que je n'arrive pas à retrouver quoi que ce soit. Et souvent, tu vois, on fait des interviews, surtout pour le moment avec Ititanita. Et donc souvent à la fin, c'était vous avez quoi comme album à nous recommander dans les trucs que vous écoutez dernièrement? Oui, alors que t'écoutes de la musique toute la journée. Alors que si t'avais un fouillis là. Alors que c'est vrai, comme tu dis, j'écoute de la musique toute la journée, mais je peux pas. Alors je dis des trucs bateaux. Genre la dernière fois, j'allais dire genre Weezer. J'ai recommandé le dernier Weezer. Attends, t'étais là. Mais c'est parce que je regardais l'interview. Ah oui, t'étais là, t'as vu l'interview. Et donc, je recommande Weezer, un truc d'il y a 20 ans, quoi. Donc, non, c'est pas.
Non, je te jure, il faut trouver le nom de ce truc et il faut qu'on se guérisse. Bon, écoutez, chers auditeuristes, si vous avez le mot, Lisette vous offre une bouteille de champagne. Oui, oui, tu l'as dit. Oui, vraiment. J'ai eu ça à la nuit des écrivains où je venais d'expliquer ça à ma copine. J'ai dit non. Et l'émission commence par ça. Oui, alors donnez-nous et tu sais votre qualité, votre machin, etc. Et toi t'es là comme ça. Bon, ouais. Et Myriam Leroy justement, à qui je dis ouais je suis trop. Elle me dit ah non ça c'est pas une qualité. Alors j'étais là, ça m'a mis en panique. Et les autres t'as l'impression qu'ils rebondissent. Ah ouais moi bam bing bang bang bang. T'as un ping pong et toi t'es là ouf ça. Ouais. Donc voilà. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y en a qui vont avec des petites listes, des petits. Oui, c'est ça, ou qui préparent en fait simplement. Maintenant que je sais, en fait, je sais que cette question-là, elle vient tout le temps, donc je devrais préparer une petite liste de 5 albums préférés, comme ça, je pioche dedans, quoi. Voilà. Yes. Mais donc, alors toi, Lisette, ta recommandation. Écoute, voilà, je l'ai devant moi, donc je vais pas faire. En fait, c'est une recommandation plutôt générale. C'est des magazines ou des revues de poésie. Voilà, il y en a une qui vient, ça j'ai pas besoin de regarder, qui vient de sortir, qui s'appelle D'Avertige. En fait, moi, ça me connecte avec des gens qui, enfin, il faut quand même aujourd'hui, c'est-à-dire des gens assez fous qui se disent maintenant, je lance ma revue, c'est poésie, c'est papier, etc. Il y a la revue Sœur, qui est une très belle revue, et la revue D'Avertige, qui est plus liée à la poésie haïtienne, il y a des choses qui se font au Québec, enfin voilà, c'est d'accord. Revue de poésie, on a plein. Eh ben, qui naissent pour le moment. Ouais, c'est ça. Donc vu qu'il y en a plein, tu me donneras tous les liens et on les mettra. Il y en a 4. Oui, je t'en donnerai 3-4. 3-4. On mettra une liste non exhaustive, de 3 ou 4. Ok, super, merci. Maureen. Mon tour. J'ai de nouveau pas su faire court, j'en ai plusieurs, mais comme Benja est pas là, coucou Benja, coucou je prends son slot en plus. Deux bouquins qui pour moi font un peu écho à l'œuvre de Lisette. Il y a Nombreux seront nos ennemis de Geneviève Desrosiers. Je suis très mauvaise pour pitcher ça, mais bon, c'est un recueil de poésie et c'est vraiment fracassant, direct, aussi très rythmé et oral, et je trouve ça vraiment super. Et ça vient du Québec. Je pense que vous aurez grand mal à trouver ça dans les librairies du continent. Donc il faut passer par les internets et l'éditeur québécois qui est Loi de Cravant. On mettra un lien. Je sais plus comment j'étais tombée dessus. Ah, c'est là que tout est lié. Ah voilà. C'est parce que donc moi j'ai découvert Venus Poetica parce que il a été lu dans Libre. Je me demande même si ta sœur est pas venue lire dans Libre aussi. Ouais. Tout à fait. On mettra un lien vers Libre parce que qu'est-ce que c'est Libre? On en a déjà parlé 15 fois aussi. C'est vrai? Ouais, je crois bien. Tu veux dire les lectures sur Zoom? Les lectures sur Zoom, c'est ça. Il y a une petite bascule, là, justement. Ouais, on va pas spoiler, mais je fais partie de la zone de bascule. Félicitations. Ouais, merci. Et donc voilà, c'est comme ça parce que du coup, il y a quand même le côté pratique du fait que ce soit sur Zoom, c'est que on a aussi des lecteurs et lectrices de un peu partout dans la francophonie, et donc notamment au Québec. Et donc c'est une personne du Québec qui nous a fait découvrir cet ouvrage qui est vraiment incroyable. Et donc du coup, je pense que l'éditeur là-bas, il a pas dû comprendre, il a dû recevoir une vingtaine de commandes d'un coup, alors que ce livre, plus personne n'en parle depuis un petit moment. Mais bref, voilà. Donc Nombreux seront nos ennemis de Geneviève Desrosiers, qui est absolument incroyable. Et alors un autre livre où là j'arrive plus à faire des phrases. J'avais, moi, lu un extrait de ce bouquin-là à une des sessions libres, et ça s'appelle Les Chevals morts, c'est de Antoine Mouton, et en fait, je pense que c'est d'abord un texte oral qui a été remis par écrit dans ce bouquin. C'est un texte sans point, sans virgule, où il faut un bon souffle pour en venir à bout, mais c'est aussi vraiment super. C'était mes 2 recommandations sous forme de bouquin. Je peux en faire une troisième? Oui, tu peux faire une troisième. La troisième, c'est le docu Les Nouvelles Guerrières de Elisa Vedeka. Ah bah oui. Qui est sur Ovio, dont on vous mettra le lien. Il y a notamment les collectifs bruxellois La Fronde, Laisse les filles tranquilles, Les Déchaînés, Non peut-être, Blé d'Art, Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, Imazirène, et alors il y a aussi Apolline Franken, qui est une architecte engagée, et la cofondatrice de Hack Your Future, Manon Brulard. Et c'est super parce que personnellement, je suis en relation amour-haine avec Bruxelles. Disons que là, ça m'a remis un peu de jetons du côté amour. pour ma ville. Mais par contre, Ovio, est-ce que pour les auditeuristes françaises, ce sera possible? Je ne sais pas s'il est ouvert mondial ou s'il est limité au territoire belge. D'accord. Mais bon.
avec le VPN qui ne nous sponsorise pas, vous pouvez peut-être quand même regarder si vous n'êtes pas en Belgique. Moyen de hacker le chose. D'accord. Et sinon, alors moi, les recommandations ici, c'est comme d'habitude, il y a des recommandations que je vais faire que j'ai pas encore ni lu ou regardé. Donc là, en l'occurrence, c'est parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, mais donc le dernier bouquin de Kai Tempest, On Connection, qui est en anglais en plus. Et donc je lis un livre en anglais, un livre sur 3. Donc là, pour le moment, je suis dans mes 2 livres en français. Donc c'est le prochain livre anglais que je lis. Et donc je le recommande. Parce que pour avoir déjà vu en tout cas l'artiste sur scène, c'était à Dour il y a 3 ou 4 ans, c'était incroyable. Et donc et je suppose que à la lecture du bouquin ça va l'être tout autant. Et donc plusieurs extraits de ces autres bouquins qui ont été lus dans Libre aussi, et c'est pareil, ça tabasse, c'est super. C'est ça. Donc en tout cas, je me le recommande déjà à moi puisque je vais le lire, et potentiellement je le recommande à tout le monde puisque ça l'est probablement bien aussi. Et puis tant qu'on est aussi un peu dans la poésie contemporaine, mais qui est dans une toute autre rythmique que le slam, c'est Simon Johannin. Nous sommes maintenant nos êtres chers, et qui est un recueil de poésie. Je sais pas comment on peut décrire cette poésie. Poésie du quotidien. Poésie du quotidien. Enfin voilà. J'en lis un bout, je fais ma propre session de livre. Vas-y, c'est parti. Parce que je viens de voir que j'avais souligné une phrase, donc je me dis peut-être qu'elle était bien. Je n'ai presque pas troué ma peau, juste un peu d'encre au fond des failles. Égaré dans les rues, on s'usait la maigreur à soulever la grille et prévenir les passants des dangers de la chute. Ouvrir les égouts, c'était juste une façon d'embrasser l'inconnu. Et voilà. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je lis un extrait dans un micro. Merci. C'est bien, égout et le petit lapsus. Aigu. Et donc voilà, Simon Johannin et Cœur sur Simon Johannin. Oui, Cœur sur Simon et Capucine Johannin. Et puis voilà, moi je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ça. Je pense aussi. C'est super. On a un bel épisode. Ouais. C'est super. Et puis le dernier tour de table, je trouve que ça, les personnes pour le moment qui sont en train de pinailler sur les différences entre slam, poésie, machin, etc. Enfin voilà, on fait un tour de table comme ça, on voit que c'est complètement pluriel et on est loin de toutes ces polémiques là. Quoi. Ouais. Et en plus, je suis très mal mise pour pouvoir ne serait-ce que dire ça c'est de la poésie, ça c'est du slam qui a été retranscrit ou quoi, parce que je n'y connais juste rien, et du coup en fait c'est juste des trucs à un moment qui percutent, qui touchent, et voilà, ça. Et c'est très bien. Tu les lis, tu les accueilles comme tu les accueilles, et peu importe que ce soit slam ou poésie, en fait c'est une œuvre, point barre. Exactement. Eh bien, Lisette, merci beaucoup pour ton temps. Merci, c'était vraiment super. Alors, on te retrouve sur lisettelombé.com ou .com. Ouais. On mettra de toute façon le lien dans la description. Il y a d'autres endroits où tu veux envoyer les gens, sur un Instagram ou sur oui, j'ai un Instagram Lisette Lombé, j'ai une page Facebook Lisette Lombé aussi. D'accord. On mettra de toute façon tous les liens. On a parlé de l'actu et tout ça, mais de toute façon tout sera sur les sites. Donc merci encore pour ta présence avec nous aujourd'hui. Merci. Nous, on nous retrouve sur amourchips.com pour le site internet. On nous retrouve sur @amourchips pour tout le reste. On a un Patreon si vous avez du bel argent qui vous dépasse des poches et que vous voulez nous en faire profiter pour le matos, l'hébergement, des podcasts, tout ça, ce qui nous coûte un peu de sous. C'est patreon.com/amourchips, c'est bien ça? Exactement. Yes, I. Et on se retrouve plus ou moins bientôt. Dans 15 jours à peu près. C'est super. Merci beaucoup. À bientôt. Bisous. Bisous. Salut. Et voilà, vous venez d'écouter Amour, Gloire et Chips. Cet épisode a été enregistré et produit par l'équipe Amour Média, Benjamin, Maureen et moi-même, Damien. Il a été monté et mixé par Maureen et les musiques du générique sont signées Alain Deval. Merci beaucoup et à dans 15 jours.